le son, les beats derrière, ils jouent pour beaucoup. C'est comme tu fais de la broderie en fait. Ouais, limite, du prêt-à-porter, limite. Du sur-mesure, pardon. Du sur-mesure. Le beatmaker, c'est celui qui fait l'instrumental. D'accord. Il fait pas plus que ça. On le considère plus comme un producer. En Côte d'Ivoire, on te paye pour le travail que tu fais à l'heure. Alors qu'en France, c'est si le son est retenu qu'on te paye. Quand moi, je suis arrivé en France et que je vois que c'était comme ça que ça marchait, je me disais, mais Ça t'arrange pas aussi. ça, c'est nul, ça. Et si les gens, aujourd'hui, disent que, ouais, BI, c'est une légende du rap ivoire, c'est aussi à cause de lui. Et en troisième position, il y a Imra. Ouais. D'autres vont dire que c'est parce que j'ai dit Didi que j'ai dit Imra. Mais Aujourd'hui, j'accueille un maestro du beatmaking, un architecte du son qui façonne les hits d'ici et d'ailleurs, Stéphane Dagbisso BI, alias Mr. BI. Franco-ivoirien né à Grenoble, il s'installe à Abidjan en 1999 et fait ses premiers pas dans la musique en tant que rappeur avant de découvrir en 2008 le beatmaking avec FL Studio. Une révélation qui l'amène à collaborer avec les plus grands. En 2015, sa rencontre avec DJ Arafat marque un tournant décisif dans sa carrière. Dès lors, il enchaîne les collaborations avec des artistes majeurs de la scène africaine comme Loco, Kif No Beat, José, Ténor et Kiki Moteleba. Il est à l'origine de la révélation de talents prometteurs comme les frères San, Mosti et Imra. En 2020, il signe chez La Capsule, maison d'édition de Barakadama, ex-section d'assaut, et son talent explose à l'international. Il travaille avec Taiki, Tiakola, Jims, Dadju, VG Dream, Niro et bien d'autres. Son travail acharné lui vaut de nombreuses certifications, dont des singles d'or, de platine et même un single de diamant pour I Love You de Taiki et Dadju. Aujourd'hui, on revient sur son parcours, ses inspirations et l'industrie musicale vue par ce créateur de hits. Vous êtes là où il faut et bien sûr, ça démarre maintenant. Yeah, je go tous les jours, on est dans bendo. Ça dit qu'on n'est pas blindé. Je go tous les jours, on est dans bendo. Yoruba Drill, acte 3. Tu es l'architecte de ce beat qui a été chanté par Imra. C'est un banger, comme on dit. C'est un vrai tsunami, ce son. Et aussi le clip, hein, qui est magnifique, en tout cas, qui a de l'énergie et tout ça. Et c'est Mr. BI, on the track. On the beat. On the beat, Yeah. qui est sur cette chanson. Yeah. J'ai écouté hier, pendant que je préparais donc, cet épisode, j'ai pris le temps de t'écouter parce que tu as expliqué dans un autre podcast, je pense que c'est celui de Iconic, si je ne me trompe pas, tu expliquais en fait les différentes étapes de production de ce son, l'inspiration qui est derrière et tout. Et je me suis dit, waouh, en fait, être beatmaker, c'est une science, mais hyper pointue parce que ça demande de comprendre les sons, comme tu l'as dit en off, de les avoir mangés au moment où les sons sortaient. Rapidement, comment ça s'est passé, la création de ce beat pour lequel Imra t'a demandé de travailler? Déjà, il m'a envoyé une note vocale avec le lien de la chanson originale qui est Stéphane Cessignon. Et il voulait que je sample la mélodie là. Il voulait que je sample ça. Donc, moi, je lui ai dit OK. Tu vois, je me suis mis dessus, j'ai samplé le plus basiquement possible parce que... Ça, c'est le plus basiquement possible, comme ça. Non, de base. Ok, d'accord. Ok. Parce que, vu que je voyais qu'il avait une vision de base, je ne voulais pas mettre trop d'informations pour que ça le bloque. Oui. Donc, j'ai samplé le plus basiquement possible. Oui. Il a posé son refrain et tout. Et quand il m'a ramené ça, j'ai ajouté ce que je devais ajouter. Et puis après, j'ai fait tout le son en entier comme il fallait le faire, quoi. Il y a eu beaucoup de back and forth. Je veux dire, dès qu'il a écouté le premier, en tout cas les premières sonorités, les premiers instruments, il a tout de suite accroché. Ouais. Il était déjà, en fait, vu que c'est un sample et qu'il était déjà accroché au sample et qu'il savait que j'allais faire ça comme il veut, forcément, ça allait prendre. Mais il y a eu beaucoup de back and forth, comme tu dis, parce qu'il n'arrivait pas à trouver le bon couplet. Il a posé peut-être 2 ou 3 couplets avant d'en arriver là. Et c'est le dernier qu'on a gardé. Maintenant, comme j'avais dit, vu que j'avais vu qu'il avait ramé dessus,
la deuxième partie, au lieu de juste faire un deuxième couplet classique, j'ai carrément changé le son. J'ai pris un autre sample. Ouais, c'est ce qu'on entend dans, je pense, que cette partie-là. C'est comment DJ taper des dents. J'ai pris carrément autre chose, mais dans la même énergie un peu violente. Ouais, ouais. Et là, je lui ai ramené ça et il a posé ce qu'on connaît. Il y a énormément d'énergie dans ce son. Il y a Ouais. énormément, même quand tu vois le clip, le son, les beats derrière, ils jouent pour beaucoup. C'est comme tu fais de la broderie, en fait. Ouais, limite, du prêt-à-porter, limite. Du sur-mesure, Du pardon. sur-mesure, en Ouais, fait. ouais, Du sur-mesure. ouais. Stéphane Dagbisso. Dagbisso. Ouais. BI. Yeah. Bienvenue. Merci. C'est un honneur pour moi C'est de un te honneur recevoir. d'être là. On a beaucoup échangé. Il est très actif sur X, donc Twitter. Et je suis également toutes ses actualités, ses productions et tout ça. Comme je l'ai dit en intro, c'est un king du beatmaking en Afrique. Et vu la liste de tous les artistes que j'ai cités et d'autres que je n'ai pas cités, il est l'architecte derrière la plupart des sons que vous entendez. Moi, ce qui me fascine, Mr. BI, ce qui me fascine en fait, c'est que tout ça se fait sans instrument, sans manipulation, en tout cas pour la plupart, hein, parce que je vois du beatmaking, tout se fait à l'ordinateur. Ouais. Donc, je vais te demander, c'est quoi un beatmaker concrètement? Qu'est-ce qu'un beatmaker fait concrètement pour ceux qui découvrent ce domaine, ce métier? D'accord. Bon, déjà, il y a 3 dénominations pour ce même métier-là, en fonction de là où tu te trouves, j'ai envie de dire. Ok. Le beatmaker, c'est celui qui fait l'instrumental. D'accord. Il ne fait pas plus que ça. Ok. Le producteur ou producer, on le dit souvent aux États-Unis, c'est celui qui fait l'instrumental et qui pousse la direction artistique même de la chanson. D'accord. Je me considère plus comme un producer. Comme un producteur, donc un producteur. Voilà. Les beatmakers, très souvent, ils peuvent faire des prods ou des beats et c'est l'artiste qui se charge d'envoyer tout où il veut. Ok. C'est l'artiste qui va dire « Ah, chante ça, chante ça ». Le beatmaker, il est juste exécutant du moment où l'artiste prend l'instrumental. Maintenant, il y a le terme arrangeur qui est beaucoup plus connu à Abidjan ici et que je trouve qui est un peu utilisé à tort. C'est la personne qui, après que le beatmaker ait travaillé, après que le chanteur ait posé, réarrange le tout pour que ce soit homogène. Ok. Mais en vrai, on est à une époque où il n'y a plus d'arrangeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes qui sont là uniquement pour ça. Les beatmakers font tout. Les producteurs font tout. Ils font la prod, tu finis de poser, ils arrangent après. Donc ça fait que dénommer quelqu'un arrangeur, pour moi, je trouve que c'est une erreur. Tu vois. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage, je pense. Tu vois. En fait, c'est un métier qui a évolué. Les outils aussi ont évolué grâce à la technologie. Voilà. Donc, je pense personnellement que arrangeur, voilà quoi. On devrait plutôt laisser place à beatmaker ou producteur, genre de musique. Donc, tout se passe sur un ordinateur, une table de régie, ou bien la table de régie, elle... Bon, personnellement, moi, il y a beaucoup de beatmakers ou producteurs qui travaillent différemment. Tu as d'autres qui travaillent avec des instruments de musique, des claviers, des trucs comme ça. Moi, je ne joue pas d'instruments. Tu vois, j'utilise que mon ordinateur, une carte son, des enceintes. Au cas où je suis au studio, mon casque, que ça. Ça a toujours été que ça. Et le style de musique que je fais est plus propice à ça. Parce que le sampling, ce genre de truc-là, c'est inspiration très hip-hop. Et on manipule plus les samples que le fait de jouer carrément avec les instruments et tout. Quand tu parles de sampling, ça aussi, c'est un terme que tu vas expliquer pour mes très chers abonnés que je salue également. Merci d'être toujours présents, d'être toujours fidèles. Chaque dimanche à 10h GMT. Comme je l'ai dit, et vous connaissez la chanson, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci encore d'être toujours nombreux. Et je vous amène Mr. B dans cette discussion. On va parler de musique. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on parle de musique, d'industrie musicale. On va parler un peu plus de ce domaine d'activité et comprendre comment ça fonctionne, tous les aspects et surtout la vie aussi de Mr. B. Sampling. On en parle beaucoup. On entend aussi les sons.
moi, l'un des samplings, en tout cas, que tu as fait et qui m'a beaucoup marqué, et bon, bien sûr que beaucoup d'Africains, d'Ivoiriens, je pense, ont aimé, et qui a fait connaître cette chanteuse, cette rappeuse, Mosty, avec le sampling de la chanson de Mewe. C'était énorme. Je veux dire, tu me disais tout à l'heure que il faut avoir mangé une chanson à une époque bien précise, au moment où c'est sorti, pour comprendre comment l'utiliser en fait. Ouais. Donc, c'est quoi le sampling et comment on arrive à bien sampler des morceaux? Bon, le sampling, on va dire, c'est le fait de prendre un bout d'une chanson donnée et en faire une autre. Ok. Il y a plusieurs niveaux de sampling. Le niveau de sampling que tout le monde comprend et auquel j'ai un peu habitué tout le monde, c'est l'interpolation. L'interpolation, c'est le fait de sampler un titre et expressément faire qu'on reconnaisse le titre. Ok. Sinon, il y a des façons de sampler un titre et juste prendre un bout pour faire carrément autre chose Oui. et on ne sait pas que c'est ça. Mhm. Tu vois? Ça, c'est un autre niveau de sampling. C'est vraiment plus technique que ça. Ouais. Bon, j'en arriverai là, mais pour le moment, on est encore, tu vois, dans la nostalgie et tout. Et je trouve que c'est intéressant de faire ça. Et voilà, le sampling, en gros, pour être simple, c'est ça. C'est ça. Au quotidien, c'est vraiment mélanger des morceaux, les réutiliser et puis les adapter en fait. C'est ça, c'est ça. Maintenant, je crois que la deuxième question, c'était quoi? Tu m'avais dit? Donc, oui, je parlais de la définition même du sampling et comment on arrive à faire de telle sorte que même des anciens morceaux Puisse revivre. puissent revivre de cette manière. Ça, vraiment, il faut de la culture musicale. Ouais. Parce que, de la culture musicale, parce que, par exemple, dans le cas de Mewe, le titre que j'ai fait, ce son m'a touché quand j'étais petit. Bien sûr, nous tous. Tu vois? Et Mosty, elle dégageait trop ça. Ouais. Ce truc un peu famille, ce truc un peu petite sœur et tout, qui fait que quand on a cherché quelque chose à sampler, c'était directement ça. Quand je cherchais, je pensais à un truc qui me faisait penser à ma famille et tout, j'ai directement pensé à Parce ça. que comment tu as lié, je veux dire, dans ta proposition artistique, tu as lié Mosty en lui disant, OK, allons sur un sampling de cette chanson de Mewe. C'est parce qu'à l'époque, je bossais avec un réalisateur du nom de Alain Negbele qui voyait déjà ce que je faisais, les samples et tout, et qui m'avait proposé qu'on fasse ça exclusivement avec Mosty. OK. Tu vois? Ça fait que son premier projet qu'elle a sorti où il y avait ce titre-là, c'est que des samples, en fait. Ouais. C'était que ça. Bon, je crois qu'il y a un titre où c'est pas un sample ivoirien, mais tout le reste, c'était des samples ivoiriens. Et ça fait que le premier son qu'on a travaillé dans ce sens-là, c'était ça. C'était Faut danser. Ouais. Et dès qu'on s'est assis et qu'on essaye de voir quel sample on allait prendre, qu'elle a proposé Mewe, je n'ai pas réfléchi en fait. Ouais. Ah, elle a proposé. Elle a proposé, Oh, OK, d'accord. on pourrait partir sur Mewe et tout. J'ai pas réfléchi. Directement, c'était ce son-là. La sauce a pris. Ouais. Et beaucoup d'autres rappeurs font aussi des samples d'anciens chanteurs, surtout des années 80, 70, 90 et tout ça. Est-ce que des fois, tu ne te dis pas que peut-être il y a un peu trop d'abus de samples dans l'industrie? Des fois, ou bien c'est forcé, par exemple? Oui, des fois, oui. Parce que je dis pas ça pour fustiger mes collègues. Je dis ça parce que on est dans une industrie où tout fonctionne un peu à la traîne. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui prend là, on surfe dessus. Il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Or, je suis pas contre ça, mais quand tu viens dans ce domaine-là, essaye d'innover, essaye d'apporter quelque chose de nouveau. Oui. Tu vois? Et pour le moment, sans vraiment tirer sur les autres, je vois que les gens font un peu ce que je fais, mais ils ne poussent pas au-dessus. Tu vois? Alors qu'il y a de la marge pour pousser au-dessus, pour aller au-dessus de ce que je fais. Il y a de la matière. Il y a de la matière, il y a trop de trucs. Il y a trop de choses à dire. Ouais. Dans ce... trop de choses à faire, trop de façons de faire. Ouais. Tu vois? Comment on vit en tant que beatmaker, tu vois? Je veux dire, je ne sais pas s'il y a... C'est une forme, c'est quelque chose qu'on apprend forcément sur le tas. Après, on se perfectionne et tout. Mais comment concrètement un beatmaker génère des revenus sur les sons qu'il produit avec les artistes avec lesquels il travaille? Où son nom est positionné?
Vraiment, je parle en tant que néophyte total qui ne comprend pas l'industrie. Comment tu génères de l'argent avec tous les artistes pour lesquels tu travailles, tu as généré des beats? Ok. Bah, déjà, on te paye au travail que tu fais. Déjà pour la production. Pour la production. Ok. Bon, il y a déjà une différence de façon de payer en Côte d'Ivoire et en France. En Côte d'Ivoire, on te paye pour le travail que tu fais à l'heure. C'est-à-dire que quand la personne vient, elle te paye peut-être l'avance là avant de commencer et le reste à la fin. Alors qu'en France, c'est si le son est retenu qu'on te paye. Ah. Ouais. Donc, en fait, en France, tu dois arriver à une production définitive qui satisfait l'artiste avant d'être payé. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait des sessions studio, mais si le son n'a pas été gardé, bah, ils ne vont pas te régler par rapport à ça. Qui décide Je ne sais pas qui décide de commencer. Il voit rien qui... J'en sais rien, mais en fait, en France, c'est normal ça. Ouais. Et moi, vu que je n'ai pas commencé la musique en France, quand moi je suis arrivé en France et que je vois que c'était comme ça que ça marchait, je me disais, mais... Ça t'arrange pas aussi. Ça, c'est nul, ça. Mais, ce qui était drôle, c'est que vu que moi, je bossais avec différentes communautés françaises comme africaines... Afro-descendantes. Ben, quand les Africains viennent vers moi, j'applique ce qu'on fait ici. Là. Oui. Voilà, avec les afro-descendants. Voilà, c'est-à-dire, eux, ils savent. Si vous venez vers moi, on y va comme ça, tu vois. Après, avec tout ce qui est budgétisé par les majors et tout, c'est un peu difficile de faire ça. C'est plus easy de faire ça quand tu as un gros nom. Tu peux exiger que ce soit comme ça. Oui. Tu vois? Quand tu n'es pas encore connu, tu ne peux pas quand tu n'es pas encore connu, genre, il y a plein de choses que tu ne peux pas exiger. Il y a plein de choses que, pour toi, qui sont normales, on s'en fout que ce soit normal pour toi, en fait. Tu fais comme ce qu'on t'a dit de faire. Et donc, lorsque tu es payé par l'artiste pour le projet, ensuite, lorsque le son il est diffusé, il est streamé, tu génères de l'argent sur les streams également. Pas Comment sur les ça se streams. passe? Mais en fait, ça encore, c'est négociable. Mais tu vois, l'argent des streams est différent de l'argent des droits de composition que tu vas avoir ou l'argent des droits d'auteur que tu peux avoir en fonction du travail que tu as fait. Ok. Les streams, c'est quand le son il est mis sur les plateformes et que ça génère de l'argent. Très souvent, cet argent-là, il est perçu par l'artiste, par sa maison de production et tout. Si toi, beatmaker, tu n'as pas des points de production sur l'artiste, toi, tu ne touches pas ça. Ok. Tu peux avoir des pros de production sur ton artiste. C'est-à-dire que moi, j'ai été beatmaker de Mosty, je continue de l'être. J'avais des points de production sur Mosty. Donc, quand il s'agissait de faire la rétribution au niveau des streams, j'avais le droit de toucher ça. Okay. Mais si c'était une artiste produite par quelqu'un d'autre et que je n'étais simplement que beatmaker et qu'on me payait pour mon travail, directement, je n'allais pas toucher les streams. Ok, d'accord. Donc, tu peux être payé one shot pour le travail. On te donne ton blé, tu te gères, c'est bon, c'est fini. On n'a plus de relation avec toi. Ou bien, comme tu viens de le dire, tu as des points de production avec l'artiste. Donc, tu es producteur même, c'est-à-dire producteur de l'artiste en fait. Et là, tu peux toucher de l'argent sur les streams, moyennant le pourcentage que vous avez défini. Donc, il faut que l'artiste vienne te voir, toi en tant que beatmaker, pour être son producteur. Voilà. Pour avoir générer de l'argent sur les streams. Voilà. Ou, c'est compliqué ce que je vais expliquer là, mais tout se négocie. C'est-à-dire que, par exemple, si j'arrive et je lance cette bénédiction sur ma vie, si j'arrive à un point où je génère des millions de vues, peut-être 5 millions de vues en un jour, par exemple, et que je fais... Amen, hein, pour toi. Amen. Prends. Et que un artiste vient me voir pour faire une production, je peux exiger que sur ce son-là, je veux 2 ou 3 points de production sur le son. Ce qui fait que, soit au niveau des streams, ou soit même au niveau des droits SACEM en tant que producteur, j'ai des points que je récupère. Exactement. Tout ça parce que... Tu l'as demandé. Tu m'as demandé. Tu as négocié. Et mon positionnement est gros, genre. Oui. Ça veut dire que tu sais très bien que si le son prend, c'est aussi à cause de moi. Bien sûr. Mais si tu n'es qu'un simple beatmaker, encore je mets ça entre guillemets, ça dépend de comment les gens voient, et que ta prod elle est bien,
mais tu n'as pas autant de force que ça, tu vas te limiter à ce que la loi définit. C'est-à-dire qu'il y a les 25% de compos, et ça, c'est vraiment la loi française. Il y a les 25% de compos. Si tu as fait la prod toute seule, tu prends les 25% tout seul. Ouais. Si tu as d'autres personnes qui ont participé, ils vont couper les 25% avec toi. Tu vois? Après, tu as des artistes. Tu as des artistes qui n'ont même pas ce travail-là, mais qui exigent de prendre des pourcentages dans la compo. OK. Ouais. Et genre, si tu n'acceptes pas, ça reste mort comme ça. Et tu perds. Et tu Tu perds. vois le son qui fait qu'il devient Voilà, et hit. puis tu touches rien. Tu touches à rien. Ouais. Tu as des artistes qui font ça. Ah ouais, c'est frustrant, ça. C'est même pas... Je veux dire, c'est méchant, quoi. Ouais. Mais donc, dans ce cas, c'est un rapport de force. Je veux dire, plus tu as de la notoriété en tant que beatmaker, Ouais. plus tu as une force Voilà. de proposition en disant, hey, moi, je veux prendre Voilà. 2-3 points de production. Voilà. Ou plus ton équipe est solide, Très bien. plus moins tu auras de problèmes à ce niveau-là. Tu as parlé de SACEM. Et le Burida, est-ce que c'est la même chose? Ça fonctionne de la même manière? Ça fonctionne en gros de la même manière parce que le Burida, c'est fortement inspiré du fonctionnement de la SACEM. Mais bon, depuis que je suis arrivé, j'ai un peu jeté un peu mes yeux sur le fonctionnement du Burida et je vois que bon, y a des choses qui sont un peu différentes. Bon, je sais pas si... Tu gagnes de l'argent avec le Burida? Oui. OK. Mais le problème, c'est que c'est dans la façon dont Ouais. les choses se passent. C'est un peu différent. C'est un peu plus, quoi, des danses, lourd, difficile à comprendre. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est un peu plus... La répartition est un peu Voilà, étrange. c'est un peu plus opaque. Ouais. Comment comprendre, comment ça se fait, comment... Tu vois un peu ce C'est que pas je veux très dire. clair. Voilà. Je ne veux pas tirer sur eux, tu vois, parce que le travail qu'ils font, c'est Ils essaient de s'améliorer. Voilà, et c'est quand même ça qui fait que beaucoup de gens vivent, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a des trucs qui peuvent améliorer vraiment à la minute, quoi, en fait. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une volonté politique, il faut que ça se fasse, tu vois. Mais c'est clair que, de ce que j'ai compris, même dans les répartitions, dans ce qu'ils considèrent comme auteur, ce qu'ils considèrent comme compo, il y a des façons de voir qui sont différentes. Ce qui fait que si tu t'arrêtes sur la façon de découper les parts françaises, tu risques d'être un peu mélangé dans comment on coupe au Burida. Ouais. Il faut savoir l'équivalent de ce qui est quoi et quoi. Par rapport à la SACEM. Voilà, Ouais. pour pouvoir bien couper, et puis bien comprendre que au Burida, c'est comme ça qu'on coupe, mais ça équivaut ça. Ouais. À la SACEM, tu vois. Donc, c'est différent, mais bon, il y a des points d'amélioration qui sont possibles. C'est technique, c'est-à-dire que même nous, on est dans le milieu, on ne connaît pas tout. On est forcément obligé de se faire accompagner par une aide juridique pour pouvoir s'en sortir, quoi. Ouais, et toi, c'est le cas pour toi? C'est le cas pour moi, ouais. Est-ce que beaucoup de rappeurs se font accompagner par une aide juridique pour comprendre leur contrat? Et je pense que ce serait l'occasion de dire qu'il faut le faire. Parce qu'il y a 5 ans, on faisait un peu... la majorité d'entre nous faisait la musique plus par passion. Oui, bien sûr. Et genre, pour... C'était pas l'argent d'abord, tout de suite. Voilà, on se disait, ouais, l'argent va venir après, ça va venir avec les gombos, tout ça. Alors qu'en vrai, tu as beaucoup de façons de faire de l'argent hors gombo, genre. Tu vois, il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissaient pas ça. Et on avait un peu peur de tout ce qui est institution musicale, tout ce qui est juriste, tout ce qui est truc, ça faisait un peu peur, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est comme ça que beaucoup se sont fait douiller. Ils se sont fait avoir. Beaucoup. On ne lit pas les contrats. Voilà, on ne lit pas les contrats, ou bien on a la flemme de donner à un juriste pour qu'il lise, tout ça, tu vois. Alors que maintenant, c'est un peu plus... Les gens sont un peu plus ouverts parce qu'il y a beaucoup plus de personnes de notre génération qui sont juristes et qui veulent vraiment mettre leurs mains dans cette affaire-là. Ah, qui veulent vraiment accompagner, qui veulent se professionnaliser dedans. Voilà, qui veulent vraiment être derrière des artistes pour défendre les intérêts des artistes. Donc, les gens sont un peu plus ouverts à ça. Ouais. Génération 90, 2000. Voilà, 90 pour descendre. Tu vois. Ouais. Et il y a aussi ce scandale-là par rapport à Tamsir et Tamsir, exactement. Qui a un peu vulgarisé ça. Exactement. Qu'il y a des pourcentages, qu'il y a des trucs qu'il faut couper. Après, il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies. De la même manière que tu viens d'expliquer, par exemple, la répartition, comprendre, c'est un peu compliqué à comprendre et tout. Mais si tu ne te fais pas aider ça sera dur. Pour lire un contrat, ça sera dur.
Ça sera dur. Ça sera dur. Genre, tu vas vouloir faire le truc au pif, ou bien tu vas voir que, par exemple, tu as fait des trucs, tu as samplé des morceaux, ou bien tu as repris le refrain de tel ancien artiste. Et si tu ne fais pas les papiers avant de sortir la chanson, Ouais. et que la chanson prend, Ouais. et que l'artiste en Entends. question se rend compte que truc, il va faire tout le bruit dont tu n'as pas besoin, en fait. Oui, oui, oui. Et quand la chanson est déjà successful, il a le droit de te demander ce qu'il De veut. t'exiger. Tu vois? Non, c'est ma chanson qui a fait que ta chanson est devenue comme ça. C'est ce qui s'est passé pour Burna Boy avec Sting. Je pense qu'il a samplé un morceau Ouais, de... même avec... si c'est Sting, non, c'est pas Sting, c'est ouais. Tony Braxton. Tony Braxton, exactement. Voilà. Et Je tout. pense qu'en vrai, même la chanson, là, il n'a pas touché grand-chose en termes de droit. Juste le petit truc là. Mais c'est pas petit, en vrai. Parce que la boucle, tu enlèves la boucle, c'est pas la chanson, c'est plus la chanson, en fait. Ouais. Tu vois un peu? Ouais. C'est vraiment l'autre chanson, en vrai. Tu vois? Dark Child a touché dedans fort. Ouais. Tony Braxton a dû toucher un peu, je pense, parce que... Je crois que j'avais juste entendre $1000 par jour, bien en tout cas, c'est trop. Un montant par jour Ouais, qu'il doit non, payer. c'est trop. Parce que Burna, son exposition est trop. Tony Braxton aussi, Ah ouais. à cause, je pense qu'il doit y avoir un lobbying derrière, parce que comme c'est Tony Braxton, c'est patrimoine américain, il doit faire rentrer le son dans toutes les radios américaines. Ouais. Ça génère beaucoup d'argent, tu vois. Donc, même le peu que Burna a dû prendre, et là même je parle en fonction de ce que je vois, ma main n'est pas vraiment dans leur affaire, mais même le peu qu'il ait dû prendre, ça fait beaucoup d'argent. Ah. Ouais. Donc on se lève pas comme ça pour sampler. Non, si tu n'as pas vraiment la maîtrise de ton truc, et si tu n'as pas des équipes qui ont un peu la main sur le catalogue que tu samples, Oui. ça va être dur. Donc du coup, comment toi tu demandes d'abord des autorisations Ouais. aux artistes qui sont samplés? Comment ça se passe de Moi, je demande. Ok. de ton Avant, côté. j'avoue que je ne demandais pas. Bon, ça, c'est les débuts, hein, c'est normal. Voilà, je ne demandais pas. Et en vrai de vrai, je ne générais pas beaucoup d'argent au début. Tu vois? Mais maintenant que la lumière est un peu vers moi, je sais que je ne peux pas commencer à faire quelque chose et puis je vais sortir le son sans demander. Ouais. Tu vois? Ouais. Je vais demander, je vais avoir l'accord verbal déjà. Et après, au moment où il faut signer les trucs, la personne va signer ce qu'elle va signer en fonction de ce que j'ai samplé, de l'impact que ça a eu. Tu vois? Donc, Est-ce que tu t'es retrouvé à un moment donné à refuser, ou bien ça t'arrive de refuser de produits des artistes, ou bien c'est vrai que c'est ton métier, c'est ton business, tu vois, mais peut-être il y a un artiste qui vient là, oui, Mr. B, je veux bosser avec toi, je veux que tu fasses un morceau pour moi et tout, un instrumental et tout ça, mais tu le sens pas, l'artiste. ouais, et ça tout m'est déjà arrivé, peut-être pas frontalement, Mhm. c'est-à-dire pas, je vais faire un truc, puis je dis non, mais peut-être par équipe interposée, oui. Ouais, Soit parce que l'énergie, ouais. tu vois, Tu je partages sens pas l'énergie. voilà. Ou soit parce que je peux avoir un ricochet avec l'artiste, voilà, et puis je veux pas. Un ricochet, ça peut ressembler à quoi? Ouais, non, il peut y avoir peut-être, parce que tu vois, souvent là, toi, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de négligence. Si. Des choses qu'on dit. Voilà, des choses qu'on dit, ou bien oh, lui là. Et Uh-huh. puis au moment où ça se retourne, tu fais comme si tu n'as pas dit. Tu vois? Si moi, j'ai pas d'intérêt avec toi, mais que je me rappelle de ce que tu as dit, je veux pas, en fait. C'est tout. Mais tu le dis pas frontalement. Non, frontalement, dans le respect. La manière. Mais de quelle manière tu le dis, en fait? Non, ils vont venir m'approcher, je vais dire soit ça m'intéresse pas, Ok. tu vois? Tu peux dire, ah, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Ou bien, je peux donner des conseils sur comment les choses peuvent aller, mais je vais pas prendre parti. Genre, non. Ouais. Soit j'ai pas le temps, soit je fais autre chose, soit, tu vois, de façon la plus courtoise pour ne pas que ça reste sur moi au final, tu vois. De façon la plus courtoise possible, quoi. À quoi ressemble une journée basique dans ton emploi du temps de beatmaker hyper sollicité? Est-ce que tu arrives à tenir le rythme en ce moment? En ce moment, c'est un peu difficile. La preuve, tu vois, je suis venu, je suis un peu malade. Il est malade, le pauvre. Il a la grippe, le palu, tout est même pas. Il a fait l'effort de venir et tout. Il s'est dosé en médicaments. Ouais. Mais il y a la fatigue. Mais malgré ça, il n'a pas le choix. Il y a Ouais, le boulot. non, en fait, ça change en vrai les journées. Mes journées avant d'arriver à Abidjan étaient sectionnées en deux. C'est-à-dire que les matins,
j'essaye de prendre le temps de faire ce que j'ai à faire pour moi, accompagner mon fils à l'école, ce genre de choses-là. Donc, c'est 6 heures du matin, Voilà, 7 de heures. 6h, 7h du matin jusqu'à midi par là. Mhm. Et même voir jusqu'à fin d'après-midi parce qu'il faut aller récupérer l'enfant au cas où sa mère n'est pas là. Mhm. Mais c'est à partir de après 16-17 heures que je commence à travailler. Ouais. C'est-à-dire que je vais au studio. Tout ce qui est professionnel au studio, c'est à partir de 16 heures là. Maintenant, quand je sais que j'ai l'après-midi de libre, je peux caler tout ça pendant l'après-midi. Ça, c'est en France. Ah, ça, c'est en France. Ça, c'est en France. OK. Maintenant, ici, en tout cas, depuis que je suis arrivé là, C'est mélangé. Ouais, non, c'est du matin au soir. Ça veut dire, le matin, je peux faire des sessions studio le matin, du matin jusqu'à peut-être midi. Si j'ai d'autres sessions studio à faire, je les fais à partir de 14h jusqu'au soir. Ou si j'ai des interviews à faire, toute cette tranche-là d'après-midi. Et je peux avoir d'autres sessions à studio le soir, à partir de 20h. Ah ouais. Jusqu'à soit 1h, 2h, voilà. Mais après, moi, je suis plus trop habitué aux sessions studio de nuit. Oui. C'est fatigant. C'est un peu fatigant, surtout. En fait, c'est la donnée d'avoir des enfants qui change tout. Ouais. Avant, c'est-à-dire avant de partir d'Abidjan pour aller en France, ça ne me gênait pas de faire des sessions studio de 14h jusqu'à 6h du matin le lendemain. Tu vois, ça ne me gênait pas, je faisais beaucoup ça. Mais là, maintenant, il y a trop de choses qui ont changé, qui font que... Il y avait la fougue de la jeunesse et puis la liberté de ne pas avoir d'enfants encore. Ouais. Non, c'est plus la même chose. Comment on dit, l'emploi du temps a changé. Ouais, fort. Mais est-ce que je vais dire, en tant que beatmaker, tu travailles seul? Ou tu as une équipe, tu as des assistants, d'autres beatmakers qui t'accompagnent pour tes productions? Non, je travaille généralement seul. Après, je fais des coproductions avec d'autres beatmakers. Ça dépend de comment le travail commence. OK. Si la prod provient de mon coéquipier, on peut la travailler ensemble. Si on a commencé la prod ensemble, ou si j'ai travaillé la prod tout seul et que j'ai besoin de 2-3 trucs que soit un coéquipier peut faire, soit un guitariste peut faire, soit, je sais pas, un saxophoniste peut faire. OK, d'accord. Voilà. Tu as parlé d'outils. Quand j'ai vu ton interview, ta présentation donc, de la création du son de Yoruba Drill Act 3, j'ai vu un logiciel, mais j'ai vu aussi beaucoup d'autres logiciels sous le deck de MacBook Pro et tout. On travaille avec combien de logiciels quand on est beatmaker pro? En vrai, de vrai. En vrai, tu peux tout faire avec un logiciel. Avec un seul logiciel. C'est juste que tu as des gens qui ont des préférences. Par exemple, moi, j'utilise FL Studio. FL Studio, ok, d'accord. Fruity Loops, c'était le vieux nom, mais FL Studio. Ça doit coûter cher, ça? Non, t'en as pour 500 € ou un peu plus pour avoir tout le bundle, tout le pack. C'est 500 € l'année? Ouais. Non, par année. 500 €. Ah, one shot. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. En vrai, une fois que tu as ça, c'est bon. Ok. Après, tu vois, Abidjan, les gens craquent. Les craqueurs, c'est pas bien de craquer. C'est pas bien de pirater. Mais quand on n'a pas les moyens, là, on va faire comment? Mais il dit quoi d'autre? C'est de la légalité. Sinon, bon, Abidjan ici, on connaît, on sait. C'est vrai. Donc, en vrai, tu peux faire tout un produit fini de A à Z avec un logiciel. Avec un seul logiciel. Ouais. Mais après, pour certaines choses, tu as des logiciels qui sont plus propices que d'autres. Par exemple, si tu veux enregistrer quelqu'un et faire du mix, mastering, plus facilement, tu as des logiciels comme Pro Tools qui sont plus indiqués pour faire ça. Mais si tu veux composer, tu ne peux pas composer avec Pro Tools, par exemple. Ok, d'accord. Tu vas utiliser FL Studio, tu vas utiliser Logic Pro, tu vas utiliser... Logic Pro, c'est un peu un ancêtre en termes d'outils de beatmaking, ou bien lui, c'est plus récent, non? Non, c'est aussi vieux aussi. Ok, d'accord. Un peu comme FL Studio, tu vois. Ouais. Bon, après, chaque année, ils se renouvellent, ils ont du branding qui change, tu vois. Ouais. Mais tu vois, il y a beaucoup de logiciels. Il y a même des logiciels que je ne connais pas. Mais en vrai, l'outil maître, c'est le beatmaker, en fait. C'est ça. C'est comme le photographe. Je veux dire, tu peux avoir le meilleur appareil photo que ce soit. Si tu n'as pas l'œil du photographe, tu ne vas rien faire avec ça, en fait. Ça sert à rien. Tu vois. Et en vrai, c'est ça. Le meilleur outil, c'est le beatmaker. Ouais. C'est ce qu'il a dans la tête. Le talent. Ça fait que moi, j'ai beaucoup été dans des cas où les gens me disent, mais toi, tu ne joues pas d'instrument. Je dis non, tu mens. Bah si, tu vois. C'est vrai qu'en fait,
Quand j'ai vu ta vidéo de démo de présentation des différentes étapes de création du son, je dis, ah ouais, il fait tout ça avec un ordinateur. Ouais, ben, Mais on a l'impression que c'est des instruments de musique et tout. non, il y a trop de Mais tu es façons. un génie, en fait. Ah. Non, mais sérieusement, Merci. attends, rien Merci, qu'avec merci. ça. Non, c'est vrai, après, il y a toujours plusieurs façons de bosser, tu vois. Mhm. Mais voilà, c'est comment tu arrives à rendre le truc. Exactement. C'est vraiment... T'as des grands noms de la musique, même mondiale, qui jouent pas forcément des instruments de fou, mais qui ont fait des hits intemporels. Ouais. Tu sais pas, en fait. Tu vois. Ouais. T'as des gens comme des Max Martin qui jouaient pas des instruments de fou, qui te jouent des... Les petites comme ça, notes. mais qui ont fait des Britney Spears à des niveaux genre incroyables, tu vois. En fait, c'est vraiment ce qu'il y a dans ta tête qui compte, La maîtrise, la technique. franchement. Quels sont les artistes que tu as, en termes de producteurs, hein, en termes de beatmaking, que tu as produit et qui t'ont le plus marqué, dont tu es le plus fier? Et bien sûr, on est dans l'industrie du rap. Hein, je pense que c'est ceux que tu côtoies le plus. Ouais, mais c'est pas que des rappeurs. Mhm. Parce qu'il y a DJ Arafat. Ouais. Feu DJ Arafat, personne même. Je suis fier d'avoir bossé avec lui parce que... déjà parce que c'est une légende. Ouais. Et qu'au moment où il est venu bosser avec moi, il n'avait pas d'argument. J'avais pas d'argument. OK. Tu vois, je bossais avec des rappeurs. Mhm. Je bossais pas avec les... Enfin, pour moi, au niveau talentueux, faisait partie des meilleurs. Mais genre, aux yeux des gens, c'était pas les plus connus. Donc, s'il devait regarder ce que j'avais déjà fait pour choisir de venir bosser avec moi, il serait pas venu bosser avec moi. Mais il est venu bosser avec moi pour ce que je savais faire. Donc, moi, c'était une fierté que un gars comme lui se dise, ouais, lui, il est fort, j'ai bossé avec lui. Ouais. Ça, c'était la première fierté. L'une des deuxièmes fiertés, il y a Didi, Ouais. que moi, je Didi B. considère aussi comme une légende de la musique ivoirienne, Mhm. et avec qui j'ai pu asseoir un certain nom dans le rap ivoire. C'est-à-dire que si des gens aujourd'hui disent que, ouais, BI, c'est une légende du rap ivoire, c'est aussi à cause de lui. Et en troisième position, il y a Imra. Ouais. D'autres vont dire que c'est parce que j'ai dit Didi que j'ai dit Imra. Mais je vais expliquer. Les Ivoiriens. Je vais expliquer pourquoi Imra. Ouais. Imra, c'est philosophique. Ouais. Parce que son succès me rappelle pourquoi je fais de la musique. OK. Parce qu'à un moment, je faisais de la musique mécanique. Mhm. Parce que je croyais plus trop au fait que ton talent pouvait te faire percer. Parce Mhm. qu'on était dans une période où, pas qu'il fallait te dénaturer, mais tu vois, il y avait un certain modèle économique. Nous, on est des gars du rap. Il faut faire telle façon pour que ça prenne. Il faut faire danser les gens. Or, tout le monde ne sait pas faire danser. Ouais. Tout le monde ne sait pas danser, tu vois. Et quand lui, il vient vers moi, déjà, les premières fois qu'il vient vers moi, c'était... À quelle période? Waouh, il y a longtemps, hein. Ah, vous connaissez il y a longtemps? Ah non, il y a longtemps, hein. Les premières fois que j'ai bossé avec lui, c'est pas sur Yoruba Drill, hein. Il avait un premier projet qui s'appelait Omega. OK. Il y a un titre dedans qui s'appelle L'eau. Ça, c'est la première prod que j'ai fait pour lui. C'est dans quelle année comme ça? 2015 peut-être, OK. tu vois. Et après, j'ai eu à faire Top Boy avec lui. Mhm. J'ai eu à faire... il a un son où il chante en anglais mélangé Nushi, là. Tu son dernier Non, album, ça ok, date avant, aussi. Ça date. s'appelle Look At. OK. Tu vois. Mais tu vois, lui, tous les sons que j'ai fait avec lui, c'est des sons hors système. À des moments où c'était le moins indiqué de faire ça. Donc, il était à compte courant Voilà. à ces moments-là, en fait. Et à chaque fois qu'il venait vers moi, Ouais. c'est un peu comme s'il me rappelait, ah vieux, tu vois ce que tu sais faire là, faisons ça. Ouais. Au début, je ne comprenais pas ça. Tu vois, au début, je ne voyais pas ça comme ça. Pourquoi il ne fait pas comme les autres? Voilà, je me Ouais. disais, ah, tu vois, c'est un petit frère, il veut faire des trucs. Tu vois, déjà Se de base, démarquer, ouais. déjà de base, même quand il vient vers moi, il n'avait pas forcément les moyens pour ça. Mhm. Et il me disait, ah, vieux, moi j'ai 50 000 pour toi par prod. Mhm. Viens en baraque, tu vois. Ouais. 50 000 pour moi, c'était peu au moment où il venait vers moi. Ouais. Donc je lui ai dit, petit, laisse 50 000 allons. Faisons. Tu vois. Mhm. Donc, je ne partais pas avec l'idée que je sais qu'il va péter. Je ne vais pas mentir que je savais qu'il allait péter. Mhm. Mais quand il me demandait des trucs, Tu je lui donnais. acceptais? Ouais. Tu vois. Et c'est avec Yoruba Drill et le succès que ça a eu et le type de son avec lequel ça a pété, c'est de la trappe décalée. C'est un peu moi qui ai inventé ça. Mhm.
je me suis rendu compte que au final, tout ce qu'on a fait, c'était pour venir montrer aux gens que c'est ce qu'on sait faire là qui marche. C'est votre identité, en fait. Tu vois? Oui. Ce qu'il a fait, là, Yoruba Drill, là, la façon dont c'est composé, c'est vraiment moi. Ouais. Et ce que lui pose, c'est vraiment lui. Ouais. Donc, vos énergies, en fait, convergent, fusionnent. Tu vois? C'est ça que vous entendez bien. Tu vois, ça Ouais. fait qu'au final, quand je prends du recul, je me dis, c'est un peu philosophique ce qui s'est passé, tu vois. Et pour ça, je dis que ça m'a marqué, ça. Genre, il fait partie des artistes aussi qui m'ont marqué dans ma carrière. Et comment tu le perçois aujourd'hui? Je veux dire, ce succès-là, son style qui s'est imposé, c'est le roi de la drill francophone, comme l'a dit Le Monde et tout. Comment tu perçois ce succès-là? Et le fait aussi que tu l'as accompagné, que tu continues de l'accompagner, de comprendre aussi ce qu'il veut véhiculer. Parce que j'ai bien aimé quand tu disais dans le podcast de Big Side, que je salue, tu as bien identifié en fait ce qu'il fait et ce que Didi fait, par exemple. Le côté dark, l'énergie, tu vois, ce qu'il envoie et tout. Et puis, bon, le côté Didi un peu soft et tout ça. Comment tu perçois ce succès aujourd'hui et comment tu définirais son style à lui? Déjà, je perçois son succès. Il y a différents niveaux. Il vient de loin. Il vient de loin déjà. De très loin, ouais. Il y a un niveau social. Il y a un niveau musical. Et puis, il y a un niveau métaphysique, j'ai envie de dire. Ouais, non. Il ne faut pas se mentir. OK. Le niveau social, c'est par rapport à ce qu'il représente quand il arrive. Il représente le mâle alpha. À une époque où le mâle alpha n'est pas trop mis en avant. Je ne veux pas trop... Voilà. On se comprend. Voilà. Il représente le mâle alpha que les Ivoiriens ont toujours aimé et que les Ivoiriens ont toujours vu chez Arafat. C'est vrai. Tu vois. Niveau musical, c'est assez audacieux, tu vois. Il choisit des prods toujours à gauche. C'est-à-dire où il y a le Maïmouna, où il y a le coupé décalé, le Biama. Bon, il fait du Maïmouna aussi, hein. Mais il choisit toujours des prods qu'on dit « Ah, ça marche pas à Abidjan ». Donc ça, je pense il prend des risques, en fait. Il prend des risques, c'est osé. Ouais. Et puis, il y a le côté métaphysique, là, qui est lié à l'énergie qu'il met dans les sons. Et ça, les gens ne comprennent pas ça. C'est sa voix. Je veux dire, cette voix qu'il pose. C'est pas forcément la voix. C'est pas forcément ça. OK. C'est l'énergie que tu mets. C'est-à-dire que quand tu vas en studio, tu peux poser parfaitement une chanson, la sortir, et on ne va pas ressentir ce qu'il y a. Pour qu'on ressente ce qu'il y a, il faut que tu mettes toi-même ton énergie dans le son. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans un certain état d'esprit et que tu rendes ça. Ouais. Ça peut ça peut ressembler à comme quelque chose de poétique, mais ça marche. C'est-à-dire que si tu es énervé et que tu poses un son énervé et que ta colère, tu le mets dans le son, les gens vont ressentir ça quand ils vont écouter. Parce que la fréquence de ta voix que tu mets dans le son, elle reste dans le son. Elle s'imprime dans le son. Elle s'imprime dans le son. Et quand les gens écoutent le son, ils vibrent. C'est-à-dire le son vibre à des fréquences que les gens récupèrent. Ouais. C'est ce qui fait que t'as des gens qui vont dire moi, quand j'écoute du Imbra, j'ai toujours envie de pomper. Oui, c'est ça. Ou bien je peux soulever une voiture. Voilà. C'est parce que la fréquence qui touche quand il met dans le son, ça te touche. Et à chaque fois, tu vas ressentir la même chose. C'est vrai qu'à chaque fois que tu peux écouter une de ces chansons, comment je peux dire, tu te sens un peu transporté, ça te transcende, tu te sens fort. C'est ça. Genre même si tu es flingade, tu te sens... C'est ça. Et le truc, c'est que il y a aussi le fait que le moment où il vient avec ça, et ça n'engage que moi ce que je vais dire, ça intervient à un moment où beaucoup de gens dans la population sont énervés. Et les Ivoiriens sont énervés actuellement. Tu vois. Donc, quand tu viens avec du son qui résonne à une certaine fréquence, on va dire la fréquence de l'énervement, ça, je dis ça vraiment de façon... Moi, c'est ça, la fréquence de l'énervement. La fréquence de l'énervement, tu vibres au même niveau que tout le monde. Et c'est pour ça qu'on le charge. Ça, c'est fort, hein. Tu vois. À une période où on était plus dans la vibration de l'amusement, la joie, c'est là que tu as d'autres choses qui nous touchaient. Ouais, tu vois un peu ce que je veux dire? Jusqu'à la charnière de la canne, avec les retombées de la canne. Mais encore, même, je pense que même la canne, tu vois, le coup du marteau, de base, c'est la colère qui fait que le coup du marteau arrive là où il est. OK. Pourquoi? Je m'explique. Hein. Avant la canne, il y avait beaucoup de choses liées à... Je sais plus, il y avait un truc
pour lequel les Ivoiriens étaient énervants. Je pense par rapport au stade des BMP, il y avait une inondation qu'il y a eu pendant le match contre le Mali. Et tout. Il y avait plein de choses, problèmes de scandale avant le début de la CAN. Qui faisait que les Ivoiriens n'aimaient pas. Et on avait peur de se faire humilier pendant cette CAN. Effectivement, qui faisait que les Ivoiriens n'aimaient pas. Ouais. Il y avait comme ce sentiment-là de nous, si on parle, il y a des choses qui ne vont pas se passer parce que tout vient d'en haut. Je sais que ce que je vais dire là, ça peut ne pas être... Tu as des choses à dire, vas-y, mon frère. Mais quand la CAN commence et que le son qui arrive, c'est le son qu'on a connu, là, le son officiel de la CAN, là, oui. Ça fait comme si, musicalement encore, nous, on ne choisit pas. Ok, comme s'il n'y a pas de vibration. Comme si ce choix-là encore, ça vient d'en haut. Oui. Donc, quand Tamsir sort Coup du marteau... Qui n'était pas attendu, en fait. Pas du et tout. Qui est vraiment plus un truc du peuple, c'est Biama, c'est très Yoko. Ouais. Les Ivoiriens chargent ça. C'est vrai que moi, je n'ai pas compris, en fait. C'est vrai qu'au début, j'avais vu les commentaires sur Twitter, des gens qui critiquaient au début le Coup du marteau. Oui. Et ça, il y a toujours des traces, non, c'est pas chic, et tout. Même moi, la Coup du marteau, quand c'est sorti au début, je ne comprenais pas bien. Ouais. Tu vois? Mais quand Coup du marteau pop, tous les codes qui sont dedans sont des codes populaires. Ouais. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, ouais. Tuksaga, tout ce qu'on dit dedans. Côté décalé. Tout ce qui est dedans là, ouais. ça résume un peu la population ivoirienne. Ouais. Donc, les Ivoiriens chargent ça devant Ouais. Et ça devient le son de la CAN. Mais ça véhicule une certaine joie. Ouais. Ça rime avec le fait qu'on gagne la CAN. C'est ça. Mais de mon point de vue, je pense que c'est la colère qui fait monter ce son-là. Et c'est ce qui fait qu'après ça, on vibre sur la joie et tout, mais il y a toujours des choses qui se passent en Côte d'Ivoire que les gens n'aiment pas. Qui énervent les gens. Et quand Raïm vient avec son énergie et qui vient avec son storytelling. C'est surtout le storytelling. Qui est le petit qui a commencé loin, en qui on n'a pas cru, en qui on a fermé des portes, mais qui a cassé les portes. Les Ivoiriens se reconnaissent trop dans ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent certaines choses, qui veulent faire des choses, ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Tu vois, donc forcément, un gars comme lui, là, ils vont le charger. Et plus on dit, Imra ne rentre pas ici, plus on dit, Imra a fait tant, donc il ne rentre pas ici, plus les gens sont derrière lui. J'ai essayé de regarder, je voyais, je pense, à une certaine époque, les concerts de Imra, les gens chantent à sa place. Les gens chantent à sa place. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un concert et puis les gens ne font que chanter à sa place parce qu'il y a cette communion, comme je dis, cette fusion, cette énergie qui résonne, qui font que les gens chargent. Ouais. Et peut-être, ça c'est à mon sens, hein, je pense que de mon œil extérieur, en tant que grand public, les Primudes, la cérémonie des Primudes de 2024 a aussi beaucoup joué pour cette visibilité grand public parce qu'il y a une partie de la population qui, d'une certaine manière, a découvert. Quand tu prends des mamans qui chantent, du Imra, dans le monde entier, on entend le Imra. Le live qu'il a fait avec Top Boy, moi, je ne connaissais pas Top Boy. Et quand j'ai vu la trend, au début, j'ai l'impression que les gens se moquaient, en fait. Faut pas jouer. Mais pourquoi ils se moquent, en fait? L'orchestre qui a été choisi était une excellente idée. Ça a donné du volume à la chanson. Moi, c'est après avoir écouté la chanson Top Boy jouée par l'orchestre et lui, que je suis allée écouter la chanson d'origine. Je me suis dit, mais attends, mais l'orchestre, je ne sais pas qui a choisi l'orchestre, si c'est lui ou bien si c'est l'organisation du prix. Mais c'était un excellent choix. Et au fur et à mesure que la trend a commencé à monter, en fait, ça lui a ouvert le grand public, le mainstream total, quoi. Je me suis dit, mais c'est énorme. Non, c'est énorme. C'est énorme, quoi. Donc, chapeau franchement à lui et puis bon, à toute son équipe. Et puis, bien sûr, toi qui l'accompagne depuis le début, qui le connais très bien, qui connaît sa musique et qui connaît son style de musique. On a parlé donc des trois. Arafat, Didi B et Imra. Et il y a toi, dans ton quotidien, dans ton studio, qui est basé où, ton studio? Bon, Abidjan, ici, je n'ai pas encore de studio, mais je bosse toujours chez un pote à moi, un ingé son qui s'appelle Hypercute. C'était
Ah oui, tu en as parlé aussi, Hypercute, ouais. Qui était aussi membre du groupe Sabah dans lequel je chantais. À quelle époque tu chantais? C'était entre 2016 et 2019. Ok, d'accord. Tu vois. Et lui, son studio est toujours là. On bosse toujours, même quand je viens ici. C'est chez lui que je fais tout, généralement. Tu es à Angré? Angré, Star 9B. Angré, j'ai répété, Angré Star 9B. Ouais, les gens vont connaître maintenant là. Les gens vont connaître maintenant. Même si dans la zone même, Angré Star 9B. Ouais. Ok. Vois, au rond-point, c'est là-bas son studio. Ouais. C'est là-bas le studio. Je sais pas si ça va l'arranger le fait qu'il ait dit ça. Mais en tout cas. En plus, c'est à Google Maps, donc. Ouais. Et donc, c'est là-bas que tu enregistres, ouais, c'est là-bas que tu travailles et tout ça. C'est là-bas que je travaille. Après, des fois, je me déplace, tu vois, en fonction des sessions studio que j'ai, en fonction de. Tu vois, très souvent, des fois, quand je bosse avec Shadow Chris, je vais chez lui. Oui. Tu vois. Oui. Ça me gêne pas non plus de me déplacer, tu vois. Mais généralement, c'est là-bas. Comment tu vois l'évolution de l'industrie? Toi qui y es depuis de nombreuses années, on a vu la transition et j'ai bien aimé quand tu as parlé du fait que, je crois qu'il t'avait demandé, pour toi, c'est quoi le rap ivoire? Big Said. Hein? J'ai suivi, je suis. Tu avais demandé c'est quoi le rap ivoire et tu as dit, en fait, le rap ivoire, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. L'époque des Stezo, Almighty, c'était du rap en Côte d'Ivoire. Et ça, je partage totalement ton point de vue. Et je pense que c'est ce qui explique aussi le fait que le fait juste de faire du rap, du hip-hop à l'américaine, c'est peut-être ça qui fait que ça n'a pas trop fonctionné à un moment donné. Et puis, il y a eu cette coupure jusqu'à ce que Kif No Beat, avant Kif No Beat, Garba 50 arrive pour la transition, Nash et tout ça. Et puis ensuite, Kif No Beat pour que ça monte. Quand tu vois toute cette évolution et maintenant avec cette exposition internationale, ces featuring qui se font à l'international, les artistes qui vivent de leur art, même les rappeurs underground qui ont des plateformes pour s'exprimer dans des podcasts comme c'est Baby Rap, hein? Baby Lab, pardon, Iconique et d'autres et tout ça, Big Said et tout ça. Comment tu vois l'évolution? Est-ce que tu penses que on est parti, le rap game est parti pour au moins ad vitam aeternam, on pourrait dire ça comme ça? En fait, je pense que le rap ivoire, ça sera le catalyseur d'autres genres. Ok. Ça veut dire que le rap ivoire va durer, parce que la culture rap, c'est une culture qui a la peau dure. Mais à partir de ça, les Ivoiriens vont accepter le fait qu'il y a différentes catégories de musique, qu'on peut aimer ça, et aimer ça, et aimer ça, sans forcément dire que c'est ça qui prend, si tu fais ça, tu manges pas. Ouais. Aujourd'hui, tu as des gens comme Toto le Banzo et Harry qui font du rock. Du rock ivoire, le rap. Abidjan ici. Abidjan ici. Et qui arrivent jusqu'en France, où tu as des gens comme des André Manoukian qui en parlent. Non, André Manoukian en a parlé. Ouais, non, j'ai vu le TikTok ce matin. C'est pas vrai. Les gars, vous avez percé, hein? Tu vois un peu ce que je veux dire. Et ce truc-là, c'est que ça montre que là, on est dans une période où on peut tout faire. Ouais. Et ça a commencé avec le rap ivoire. C'est le rap ivoire qui débloque ça. Ouais. Parce qu'à l'époque où c'était le coupé-décalé, c'est le coupé-décalé qui régissait tout. C'est-à-dire que tant que tu ne fais pas du coupé-décalé, le rap ivoire ouvre tout. Ouais. C'est comme ça que je vois le rap ivoire. En fait, il peut être décliné en différents genres. Différents genres. Le rock, le R&B et tout, en fait. Ouais. Donc, c'est, comment on dit? This is the time, c'est votre temps, c'est le temps du rap ivoire. Il faut en profiter. Alors, Mr. B. Yeah. Stéphane. Stéphane. Tu viens de Grenoble. Ouais. Tu es né en France. Ouais. Et ensuite, tu fais le retour dans ton pays. Déjà, tout petit, quel était ton rapport avec le pays, bon, ton pays d'origine, mais le pays d'origine de tes parents, puisque tu es né en France déjà? Et comment tu percevais ce lien avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu revenais régulièrement et tout? Et comment ça s'est passé, en fait, ton enfance en France, toi en tant que Français d'abord? Bon, au départ, je n'avais pas forcément de grands liens avec la Côte d'Ivoire au départ. Ma première fois de venir à Abidjan, c'était en 98. Ok. Ouais. J'avais 8 ans. C'est la première fois que je suis venu pendant les vacances, 2 mois. Vite fait, c'est la première fois que je voyais tout ce que je voyais. Que tu voyais beaucoup de noirs aussi dans un seul environnement. Voilà, c'est la première fois que je voyais des margouillas. C'est la première fois que
je ressentais la chaleur comme ça, tu vois un peu. C'est la première fois que je voyais d'autres logiques de vie. Oui. Sinon, j'étais habitué à, tu vois, les HLM, les bâtiments, le froid. Vu que Grenoble, c'est dans une zone un peu montagnarde, c'est dans le désert, donc il fait assez souvent froid. Oui. Et c'était la première fois pour moi de ça. Mais avant ça, j'avais pas vraiment de gros liens. C'est-à-dire, voilà, j'entendais mes parents parler d'Ida à la maison. Okay. Je savais que je n'étais pas d'ici. Ouais. Tu parlais un peu de Dida avec eux? Ah, ok, d'accord. Les parents aussi. Bon, je ne vais pas tirer. M'a fait ça aussi. Je vais pas t'embêter, Annie. Tu vois ça? Les parents de l'Ouest, là, ils nous ont pas beaucoup enseigné ça. Ouais. Contrairement aux parents du Nord qui parlent beaucoup leur langue à leurs enfants. Le malinqué et tout ça. Voilà. Bon, c'était juste... La parenthèse, ça, voilà. Et genre, mis à part ça, j'avais pas beaucoup de liens. Ouais. J'avais découvert la musique ivoirienne avec Mewé, Alpha Blondy, les dimanches quand mon père mettait les cassettes. Ah, ok, d'accord. Jusqu'à 8 ans. Ouais, là, les Désas XXL et tout. Mais sinon, ça, non. J'avais pas d'autres trucs. J'étais pas forcément dans un groupe communautaire de personnes. Ça veut dire, mes amis à l'école, c'était pas des Ivoiriens. Ouais, c'était des Français, souches et tout ça. Est-ce que tu te voyais déjà tout petit, à 8 ans comme ça? Ou en tout cas, même au-delà, 15 ans, adolescent et tout. Tu te voyais déjà dans la musique, l'industrie de la musique? Tout petit, Stéphane Beyi? Non. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais tout petit? Quand j'étais petit, bon, je sais que ma mère me disait qu'une fois, quand j'avais 2-3 ans, je lui avais dit que je voulais conduire des Caterpillar. Ah ouais? C'était mon rêve. Mais après, genre vers 5 ans et tout, quand j'ai commencé à découvrir les Dragon Ball Z et tout ça, je voulais être dessinateur, je voulais être mangaka. Ok. Donc je dessinais beaucoup avec mon frère, tout ce qui est manga et tout. J'étais chaud, hein? Et mais à cet âge-là, mon oreille musicale était déjà en train de s'aiguiser, ne sachant pas que j'allais faire ça. D'accord. Tu vois, à aucun moment de mon enfance jusqu'à ce que j'ai 13-14 ans, je savais que j'allais faire de la musique, non. Mais quand tu dis que ton oreille musicale était en train de s'aiguiser, comment tu le perçois en fait? Comment tu le matérialises? Parce que j'incitais beaucoup ma mère à acheter des cassettes à l'époque, Hit Machine, ce genre de trucs-là, qui regroupaient plusieurs sons qui passaient en télé, et j'écoutais en boucle les sons-là. Ouais. Tu vois? J'écoutais les dessous, tout, tu vois? Comment on dit face A, face B, face A, face B. Je réécoutais les chansons, genre, je captais les top lines, tout, mais sans vraiment connaître les termes, sans vraiment savoir à quoi ça me servir, en fait. Tu vois? C'est vraiment des années plus tard, aujourd'hui, là, que je me rends compte que, si je sais que telle chanson, c'est mieux que les structures soient comme ça, c'est parce que à 2, 3, 4 ans, 5 ans, j'écoutais des chansons à des structures comme ça, en fait. Ah ouais? Tu vois? Des structures pop, des structures de tu commences le refrain, couplet, 4, 8 mesures, pré-refrain, 4 mesures, refrain, 8. Et ça, je l'explique mathématiquement, mais je pouvais l'expliquer à 8, 10 ans, mais sans les termes, parce que j'écoutais trop ça. Tu étais un passionné déjà de la musique. Tu vois? Oui. Mais sans me dire que c'est ce que j'allais faire. Et au fur et à mesure? Je me rends compte que, ça, on dit ça comme ça. Mais en fait, je sais ça parce que j'écoutais ça avant, comme ça. Tu vois? Et tu dis que tu étais fan de manga, comme mangaka, que tu dessinais, et tu te projetais déjà, d'une certaine manière, designer, dessinateur, plus grand. Ouais. Quand tu reviens en Côte d'Ivoire, tu as quel âge et en quelle année? Vraiment un peu plus grand, définitivement. Mais bon, en posant pas forcément tes valises, mais vraiment en venant un peu plus... En vrai, quand je reviens en Côte d'Ivoire, définitivement, j'avais 9 ans. Ah, tu avais 9 ans? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, non, je suis pas venu à 15 ans, non. Ok. J'avais 9 ans. Pourquoi le choix de revenir? Pourquoi tes parents ont voulu revenir Je pense qu'ils étaient fatigués de la France. Ça épuise des fois. Tu vois, moi, mon vieux, il faisait ses études en France, universitaire en France. Et en vrai, quand il avait fini et que ma mère a fini, il voulait rentrer. À l'époque... Ils étaient jeunes? Très jeunes quand ils finissaient leur... Ils avaient quel âge comme ça? Ouais, je pense si je me trompe pas, dans la trentaine, non? Oh, ok, d'accord. Si je me trompe pas. Ouais.
Et bon, tu vois, c'est l'âge où tu veux revenir. Ouais. Et bon, nous, on était petits, on ne connaissait pas bien le pays. Donc, quand ils voulaient venir, nous, on ne voulait pas. On n'était pas chaud. Ah, vous êtes en France. Tu vois? C'est votre pays. Mais je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie, d'être revenu à Abidjan à cet âge-là. Ouais. Parce que je pense que tout ce qui fait la fierté d'un Ivoirien, c'est passé. C'est en enfance. Oui, en enfance, mais fin années 90, début années 2000. Tout ce qui est rêve, tout ce qui fait que on sait que tu es un Ivoirien, c'est à cette partie-là que ça s'est passé. La meilleure période aussi, avant le début des années 2000. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et c'est à cette partie-là, il fallait être là, il fallait être à Abidjan pour tout comprendre. Tu vois, même tu vois, cet orgueil-là qu'on a, il est beaucoup aussi lié à, tu vois, à ce qu'il y a eu en 2004 et tout, le fait qu'on se soit levé. Oui, contre l'armée française et tout ça, oui. Ça, il fallait être là pour comprendre ce qui est dans notre cœur aujourd'hui. On était rassemblés, on était unis. Tu vois? Ah ouais, si. Et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, le fait d'être venu à Abidjan à cette époque-là. Ouais. Ça, vraiment, merci maman, merci papa. Merci les parents. Merci les parents d'Ida. Et donc, tu reviens, tu as 9 ans, tu reprends tes marques, hein? Tu te fais des amis à l'école. Tu es revenu dans... Tu as fait quelle école ici quand tu es revenu? J'ai fait CSP de Cocody. Ah bon? Ouais. Mais moi, j'ai fait le CSP de Cocody jusqu'en 2005, quand j'ai eu, mon CP. 2004-2005. Ah ouais. Ah non, mais attends, j'explique mon parcours. Bon, non, toi, tu es plus jeune. Ouais, plus jeune. Ouais. Quand j'ai fait le CSP de Cocody, quand je suis arrivé genre au CM1. Ok, d'accord. J'ai fait 1 an. Ok, d'accord. J'ai fait une autre école à Angers, là, EPP Beignet. Je sais pas si l'école existe toujours. J'ai fait 1 an. Ah, tu as fait 1 an. Ouais. Ok. Après ça, mon vieux voulait que j'aille à Mermoz. Ok. Donc, je suis parti à Mermoz. J'ai repris le CM2 même pour rentrer à Mermoz. Ok, d'accord. Mermoz, j'ai fait CM2, 6e, 5e, 4e. 4e, premier trimestre. Ils sont venus casser Mermoz. Ouais, en 2004. Hein? Ouais. Donc là, on nous a déportés au CNED. Oui. CNED, j'ai fait peut-être 2 mois. Et après, je suis parti à Lavoisier. Oui. Donc à Lavoisier, j'ai fait 1 an. Tu as beaucoup bougé. Ouais, et... réfugié scolaire. Un migrant scolaire. Mon niveau scolaire a baissé à cette époque-là. Oui. Parce que j'étais plus concentré. Si. Tu vois. J'ai fait 1 an à Lavoisier. En 4e. Après, je suis allé à... il y a une école à la Riviera 2, là. C'est pas Tanon Namako, c'est... C'est une école française. Non, c'est une école ivoirienne. Ok, ivoirienne, ok. Et j'ai oublié... En tout cas, c'est pas EPP. Non, c'est pas EPP, c'est un collège. J'ai oublié le nom de l'école, là. Ouais. J'ai fait 1 an là-bas. J'ai fait ma 3e. Ok. Après ça, je suis revenu au CSP de Cocody. Et au CSP de Cocody, j'ai fait de seconde jusqu'à ce que j'ai mon bac. Ça t'a pas fatigué, tous ces déplacements, ces changements scolaires si. Et tout? C'était si, ça a joué sur ma concentration. De faire de nouveaux amis à chaque fois. Si. Ça a changé, ça a joué sur ma concentration scolaire, moi et mon frère, parce que partout où on partait, on se suivait. Déplaçait ensemble, oui. Tu vois. Arrivé au CSP, il y a eu un peu plus de stabilité parce qu'on a fait 3-4 ans là-bas. Ok. J'ai repris ma terminale parce que j'avais raté ma terminale. Donc, en gros, j'ai fait 4 ans. Je suis arrivé au CSP de Cocody en 2017. Oui. Tu vois. C'était un bac A, c'est ça? Ouais, bac A. Comment tu as su? Mais c'est littéraire, c'est artistique, tu vois, bon. Ouais, bac A2. A2. Je fuyais les mathématiques. Donc, voilà. Hein. Voilà un peu le parcours scolaire, c'était ça. Et puis ensuite, tu rentres à l'INSAC immédiatement ou bien non? Après ça, je fais UKO. Ah. Ouais. Tu voulais faire le droit ou quoi? Ouais. Mais en vrai de vrai... C'était tes parents qui avaient... Non, en vrai de vrai, je voulais partir de la Côte d'Ivoire à cette époque-là. Mais mes parents me disaient que c'était mieux d'attendre après la licence. Mais vu que moi, je ne voulais pas comprendre, donc ils me faisaient comprendre ça année par année. Genre, tu vois. Thérapeutiquement. Voilà, au début, on ne m'a pas dit que c'était à la licence que j'allais partir. On me disait, non, on finit cette année, l'année prochaine. C'est ça, et puis tu on te fait espérer. Un peu jusqu'à... Donc, j'ai fait droit.
Mais j'ai vu que ça me plaisait pas. Mais attends, tu pouvais pas aimer le droit? En vrai, Ou bien tu kiffais ça? j'aimais un peu, Ouais, tu vois. ouais, Et je sais que je pouvais faire ça, ouais. mais c'est à cette époque-là que mon amour pour la musique grandissait. Donc, je faisais les études un peu parce que mes parents voulaient que je fasse, C'est ça. tu vois. Mm. Donc, je suis parti, j'ai fait du droit. J'avais quand même de bonnes notes. Mhm. J'avais une ou deux matières à reprendre. Et j'ai dit à mon père que, franchement, Je le sens pas. tu vois, je sens pas. Autant faire quelque chose dans lequel j'ai des skills, tu vois. Mhm. Donc, j'ai parlé de graphisme, de communication visuelle. Il m'a dit, va à l'INSAC. Ok. Mais à cette époque-là, j'avais pas une super belle image de l'INSAC. C'était quoi l'image que tu avais de l'INSAC? C'était des laissés pour compte. Ouais. Je vais dire la vérité. Mhm. C'était des laissés pour compte que j'avais comme image d'eux. Ouais. Parce que nous, on était au CSP avant ça. À côté, oui. Et quand nous, on marchait et qu'on les voyait, tu vois, Oui, c'est eux nous enviaient. Mhm. Les gars j'ai oublié le... C'est le lycée Léa, non? voilà, les ouais. gars du Léa, Ouais. ils nous enviaient un peu, tu vois. Et j'entendais ce qu'on disait dans nos rangs. C'est ça, le Léa, un lycée d'enseignement artistique. Voilà, dans nos rangs. Et ça, je vais dire ça même devant les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. On voyait les gens du Léa comme des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Ouais. Et même les gens de l'INSAC après. Qui étaient un peu perdus. Voilà, vous ne savez pas, donc vous partez dessiner, mais vous partez faire la musique. Mhm. Tu vois? Mhm. Donc ça fait que quand mon père m'envoie là-bas, tu vois? Tout laisse. Donc, je suis parti là-bas. Et les tests d'entrée, c'était faire des portraits de, tu vois, la section Beaux-Arts. Mhm. Tu vois, c'est un bâtiment un peu atypique façon. Mhm. Et moi, ça faisait un bon moment que j'avais laissé le dessin. Ouais. Donc, je me disais, comment je vais faire ça? Est-ce qu'on va me prendre finalement? Donc, j'ai fait le truc, on m'a pris. Ok. Tu vois? Bon, j'ai commencé à faire. Le tronc commun me faisait un peu... Ça te fatiguait. Ça me fatiguait. Ouais. C'était parce trop que lent, peut-être. Il y avait trop de disciplines dans lesquelles j'avais pas pied. La sculpture, il y avait une discipline, tu vois, le fait de peindre photoréaliste, là. Oui, oui, oui. C'est un nom, là. C'est pas la peinture figurative ou ce genre de choses, non? Non, c'est pas ça, mais j'ai oublié. Les portraits, oui. Voilà. Mhm. Et ça, tu vois, j'arrivais pas, en Ouais. fait. Tu vois. J'aimais tout ce que je voyais là-bas. Mhm. Tout ce qu'ils faisaient, j'étais admiratif des gars. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, les gars, ils sont là, mais c'est tous des génies, en fait. Genre à l'INSAC. C'est-à-dire que même le plus nul de la classe, c'est un génie. Ouais. Mais je me sentais à un endroit pas légitime d'être là. Tu vois. Tu te sentais dépassé aussi. Dépassé, mais en même temps, je savais que je pouvais, si je voulais me faire violence, je pouvais avoir le niveau du premier. Ouais. Mais mon cœur était déjà ailleurs. Mon cœur était déjà dans la musique. Dans la musique. Tu vois. Et c'est là que j'ai connu Monsieur ton mari, Jaco Bleu. Mais en fait, j'étais en train de me préparer à dire je salue Monsieur Jaco Bleu, l'artiste peintre Jaco Bleu, qui a fait les Beaux-Arts et qui a été enseignant aux Beaux-Arts. Donc, tu l'as connu là-bas? Je ne l'ai pas rencontré là-bas, Ok, d'accord. mais son nom est dans toutes les bouches là-bas. Jaco Bleu. Tu vois, là-bas, Respect. là, il est considéré comme la légende de la légende, en fait. Tu vois. Ouais. Et genre, chacun qui vient là-bas espère au moins faire comme lui, sinon faire plus, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, moi, sa légende, là, elle était construite dans ma tête. La légende comme Jaco ça, Bleu. tu vois. Mm. J'espère travailler avec lui un jour. Le message, il est lancé. Tu vois. Et je sais qu'il sera content de Tu collaborer vois. avec toi. J'espère travailler Oui, un jour oui. avec lui. Et en vrai, tu vois, avec du recul, toutes ces galères que j'ai connues là-bas, ça m'a fait réaliser que, en fait, je suis rentré là-bas, c'est pour quelque chose. C'est dans quelques années, je vais comprendre. Dieu savait pourquoi il t'avait. Voilà. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas. Et après, mes histoires avec les Arafat, tout ça, ça va mélanger. Tu es rentré dans le business Je en suis même rentré temps. un peu dans le business, Mhm. mais mon père voulait quand même que j'ai des diplômes universitaires. Donc, Mhm. je suis parti de là-bas. Je suis allé à ESMA. Ah, ESMA. Ouais. Oui, j'ai eu des stagiaires même de ESMA à l'époque. Oui, oui, oui. Tu vois. Et ma fille est à l'ESMA. Ah, Oui. tu vois. Carmel Bleu. Voilà. Bon, là, je sais pas à quel moment. Je commençais maintenant, mais Mhm. quand moi je suis allé à ESMA, c'était leur 2e année d'ouverture. Oui. Elle a fait communication visuelle. C'est pareil. OK. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Tu vois. J'ai fait 2 ans. J'ai eu le BTS là-bas. Mhm. Et après, c'est là que j'ai commencé à comprendre que mon père, en fait, il n'était pas chaud pour que j'aille
ailleurs, France, oui. là, tu vois. Parce que depuis là, il te faisait... Tu vois, depuis là, on est là. Oui, 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 tu je vois. sais, si. Et il me dit, non, il faut avoir la licence. Il dit, ah. Le padré. Donc, il me ramène à l'INSAC. Ah ouais. Ouais. Et là, je vais à l'INSAC, mais vraiment en mode... c'est vraiment parce que tu m'as dit de partir. Ouais. J'ai pas le choix. Pas je te envie. fais plaisir, Ouais, c'est non, tout. j'avais pas envie. Je repars à l'INSAC, je viens retrouver des gens avec qui j'ai commencé. Ah, Petit, tu es parti, tu es revenu encore. Tu vois. Et franchement, faut pas que je mente. En termes d'années scolaires, c'était la pire année scolaire de ma vie. C'est-à-dire que tous les jours, je me lève pour aller faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ouais, ça, c'est désagréable comme sentiment. Ouais, non. Et puis à cette époque-là, j'avais un gourmet terrible. Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc, Aïe, aïe, voilà, Drago c'est- aussi. ouais, non, donc c'était pas bon. C'était pas bon. J'avais la rage même. Ouais, non, c'était vraiment pas bon. Et c'est ce qui a fait que l'histoire que je raconte où Arafat m'appelle et que je veux rentrer, c'était cette année-là. On peut dire même que c'était finalement le bon moment, en fait. Ouais. Ta rencontre avec Arafat, ce sentiment d'être en mode autopilote, de ne pas avoir envie d'aller à l'école, Ouais. le gourmet, tout est mélangé. Tu Tout est sais pas où mélangé. tu es, en fait. Ouais. C'est à cette époque-là que Arafat me dit ah. Et puis là, je suis parti de l'INSAC. J'ai plus jamais remis mes pieds. Mais je savais que j'allais remettre mes pieds un jour pour faire autre chose. Ouais. Parce que j'aime les gens qui sont là-bas. Finalement, l'esprit. Et je pense que il y a beaucoup de problèmes là-bas qu'il faut régler. Ah oui. Il y a un manque de volonté politique Oui. là-bas Oui. qu'il faut régler. Oui. Parce que c'est vraiment l'un des points qui peut faire briller la Côte d'Ivoire encore plus. Mais tu as l'impression que tu as des gens qui sont assis dessus Oui. et genre, ça n'avance pas. Tu vois. Fait pas évoluer, en fait. Voilà, tu vois. Parce qu'il y a les beaux-arts en France, il y a les beaux-arts un peu. C'est Mais pourquoi la est-ce que renommée ici- des beaux-arts, oui. Ici, Ouais. c'est mal vu. Ouais. Tu vois. L'image doit changer, en fait. Ça doit changer. Ça, c'est indéniable que ça doit changer. C'est l'une des images qui est extraordinaire. Et là, les gens vont penser que je tire sur les dirigeants de l'INSAC, mais ils méritent un peu. C'est qu'on m'avait expliqué l'histoire de Baby Philippe, qui a fait le Léa OK. et qui a fait la première année, je ne sais pas si c'est au Beaux-Arts, bien l'école de musique, mais je pense qu'il a été renvoyé. En tout cas, s'il voit ça, il va démentir si je mens. Ouais, Mais confirmer c'est ou démentir. ce qu'on m'avait expliqué. Il avait été renvoyé. Ça veut dire que dans une école de musique où on est en train de t'enseigner la musique, vous êtes tellement pas en phase avec ce que le pays veut Carré. que vous renvoyez des gens qui deviennent des légendes dans la musique. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'il faut recadrer. S'il y a des gens, il faut virer, il faut les virer. S'il y a des gens qui sont plus légitimes, qui doivent aller là-bas, ils doivent aller là-bas. Moi, en tout cas, personnellement, si je dois être commissionné pour aller là-bas, pour aller parler avec des gens, j'irai. Ouais. Tu vois? Parce que franchement, il y a vraiment... Quand Il y tu es a des là-bas, génies là-bas. il y a des génies et tu as l'impression qu'ils sont déconnectés de la population, en fait. Ouais. C'est pas normal, en tout cas. À mon Ça, sens, c'est pas normal. un cri de cœur de Mr. B. Je pense que c'est important parce que beaucoup de jeunes aussi, peut-être, ont cette image. Hein, quand les beaux-arts, peut-être que quand tu n'as pas réussi, c'est là-bas que tu vas. C'est ça. Alors que c'est là que les génies naissent. C'est là que les grands artistes prennent leur base, se consolident. Il y a un collègue, enfin, c'est pas un collègue aujourd'hui parce qu'on ne fait pas la même discipline, mais on a commencé les années universitaires ensemble. Il s'appelle P.A. Jacques. Oui, P.A. Jacques Soro. Voilà. Oui, qui fait des peintures voilà. en tridimension. Ma première année universitaire là-bas, c'était avec lui. OK. Et lui, c'était le premier de la classe. Ouais, c'est un génie. Toutes les années. En fait, lui, même de ce qu'on m'expliquait, depuis le Léa, il est premier chaque année. Ouais. Tu vois? Donc, moi, je voyais ce que lui faisait. Il m'inspirait, mais pas dans l'art qu'il faisait. Je savais que j'allais jamais faire ce qu'il fait. Tu vois? Mais il m'inspirait dans le fait que il fait de la peinture. C'est ce qu'il aime faire. Il est doué dedans et il est dans son run. Moi, je n'étais pas dans mon run. Ouais. C'est comme si je passais des années à errer alors que mon chemin, il est à côté là. Ouais. Tu vois? Et je pense que cet exemple-là, ça, l'exemple de Imra, l'exemple de Didi, l'exemple de plein d'autres artistes qui ont réussi, ça doit être... Les gens doivent comprendre ça dans le sens de... Tu dois être dans ton run. C'est-à-dire que ce que toi, tu veux faire dans ta vie, prends plus de temps à travailler ça plutôt que de passer du temps à faire autre chose
Et dans 5 ans, tu vas te dire que j'aurais dû faire ça. Ouais. Comme Steve Jobs le disait, vous n'allez perdre du temps, je vais essayer de paraphraser, hein, vous allez perdre du temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Fais ce que tu aimes, fais le bien. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça puisse exploser, mais reste dans ton chemin, en fait. Crois en toi, c'est vraiment le plus important. Franchement. Et comme tu l'as dit, tu as cru en toi, tu as suivi ton chemin. D'autres artistes également ont cru en eux, même malgré le temps et les blessures qu'ils ont pu avoir sur le chemin. Mais au final, ça finit toujours par payer. Toi, tu découvres le beatmaking pendant tes années donc, au Léa. Comment se fait cette découverte? Comment tu découvres ça déjà? Le beatmaking? Oui. En fait, je découvre le beatmaking en première. OK. Avant le Léa. Non, j'étais pas au Léa. Non, tu n'étais pas encore au Léa. Non, j'étais même pas au Léa. Moi, j'ai jamais fait le Léa. OK, d'accord. Genre, c'est après le bac, les beaux-arts, oui. que j'ai fait les beaux-arts. C'est ça. J'ai jamais fait le Léa. Je découvre le beatmaking en première par un ami du nom d'Ake Paul qui lui faisait des prods aussi pour s'amuser. Il m'a envoyé la démo d'FL Studio juste pour me montrer qu'il est plus fort que moi. Fais un peu, mais j'ai te montrer que toi, tu veux. Si. Alors que moi, ce qui était dans mon cœur, c'était beaucoup plus profond que ça. Ouais. Tu vois. Et c'est à cette époque-là que je commence le beatmaking avec mon frère. Et comme je l'ai souvent dit, comme on avait la démo et pas la version craquée, ben, dès que tu fermes le logiciel, tu perds toutes les données. Ouais. Donc, on était obligé de faire un son par jour. Un son fini par jour. C'est-à-dire que tu commences, tu finis ton son, tu l'exportes. Tu commences, tu finis ton son, tu l'exportes. Et moi et mon frère, on faisait tour à tour. C'est je fais un son, je finis, j'exporte. Lui, il vient, il finit, il exporte. Et on a fait ça peut-être pendant 2 ans. Ah ouais. Donc, on s'est retrouvé avec des 500 prods comme ça, tu vois. Ça fait un gros disque dur. Hein. Voilà, mais j'ai perdu beaucoup de trucs dedans, tu vois, malheureusement. Mais voilà, 2-3 ans comme ça d'apprentissage, comme ça, autodidacte, avant d'être en mesure de dire, toi, viens chanter sur ma prod, quoi, tu vois. Et tu as intégré un groupe ou bien tu as co-créé un groupe qui s'appelle Saba à l'époque? Mais ça, c'est bien plus tard. Ah, bien plus tard. OK, d'accord. C'est longtemps après. Okay. En vrai, juste après cette période-là, genre, je commence le beatmaking en 2008. Je fais ça peut-être pendant 2 ans, en 3 ans. J'ai mon bac en 2010. Et là, il y avait, tu vois, à cette époque, il y avait encore Fireflow, tout ça. Oui, si. Donc, à cette époque, je forme un groupe avec des amis, dont aujourd'hui, personne d'autre fait la musique. Mais dans ce groupe-là, qui s'appelait Thugs and Dreammakers. Le nom est long aussi, hein, Thugs and Dreammakers. Ceux qui vont entendre ça, ils vont rigoler. TND. Il y avait l'oncle de Mieja dedans. OK. Ouais. Il s'appelle Franck Téti, que je salue. On salue Mieja également. Tu vois. Et à cette époque, Mieja, il nous regardait beaucoup, ça l'inspirait pour faire ce truc. Je sais qu'il va rigoler. Les grands frères. Ouais, tu vois. Et comment dire ça? L'année où on compétit, c'est l'année où Kiff No Beat compétit. OK. Ouais. Et genre, cette année-là, dans les présélections, il y avait Fireman. Mais Fireman n'a pas été retenu parce que, je sais pas, il avait fait Palab, je sais pas où, là, dans les présélections. Et nous, on arrive en finale avec Kiff No Beat et puis d'autres groupes. Mais c'est Kiff No Beat qui gagne parce que, bon, voilà, plus aguerri artistiquement que nous. Tu vois. Donc, c'est le premier groupe, on va dire, sérieux que je forme avant tout ça. Avant que ça, tu crées Saba avec d'autres chanteurs, d'autres rappeurs. Ouais. Donc, tu es un rappeur. Un rappeur, chanteur, on va dire. Essaye de demander quelque chose du... Non, il peut pas. Pourquoi tu yoïs? Non, je peux pas. Déjà, même pour dire la vérité, même quand on faisait nos prestations à l'époque de Saba, moi, je suis un gars, je retiens pas les paroles. Même ce que je chante. C'est pas évident de retenir les paroles. Vraiment, les rappeurs, je vous respecte. Hein. Pourtant, ça semblait facile pour tout le monde. Mais pour moi, c'était trop dur, genre. Tu vois? Ouais. Sur scène, Hypercute ou Fireman, ils étaient toujours là pour me back. Parce que les paroles, là, franchement, alors que des fois, je pouvais faire des refrains, genre, que tout le monde kiffait. Mais c'est chaud. J'ai oublié, alors que le truc, il est easy à retenir. Et tu surfes dedans, tu fais tes études et tout, tu essaies de gérer les beaux-arts, mais tu continues. Après, je continue. Après, j'arrête les beaux-arts, je me lance
carrément dans Grâce la à musique. Arafat, qui est, on va dire, qui est d'une certaine manière ton premier vrai client. Ouais. C'est le premier vrai client, la première personne qui croit en moi. Ouais, Après Arafat, tout le monde du coupé décalé s'en est suivi. ouais. Kidjevara, Tout le monde s'est passé le mot voilà, Molar. Mr. BI. Mais Kidjevara et Molar ont eu aussi un impact dans ma carrière aussi important qu'Arafat. Kidjevara, il nous a tenu la main pour faire tout ce qui est tourné de bar. C'est-à-dire, Ok. il y avait des bars où nous, on ne pouvait pas rentrer. Parce que nous, on est qui, en fait, tu vois. Ouais. Mais quand Kidjevara faisait ses promos pour ses concerts à lui, il nous disait, ah, les petits, venez, on va faire les tournées de bar. Là, comment je finis de faire mes trucs, vous faites vos promos et tout, tu vois. On a fait un feat avec lui, tout. En tout cas, lui, il nous a donné la force aussi qu'il fallait, Mhm. tu vois. Molar, pareil, parce que dès le départ, il nous donnait des conseils qu'on ne comprenait pas même, genre. Ok. Tu vois, c'est aujourd'hui que je comprends les conseils qu'il nous donnait, tu vois. Il nous donnait des conseils super techniques, des conseils niveau musique, institution. À l'époque, on ne comprenait pas, en fait, parce que genre, on ne se disait pas qu'on allait rester encore dans la musique à ce niveau, Mhm. tu vois. Donc, c'est déjà qui ont vraiment... ces trois-là, Contribuer, ouais. ils ont vraiment contribué professionnellement à ce qu'on est devenu quoi aujourd'hui. Quel a été ton premier cachet avec Arafat à l'époque? Puis tu t'es enjaillé comme ça, tu dis, ouais, j'ai eu travail maintenant. Mon premier cachet, bon, je l'avais dit avec Big Sed, hein. Mon premier cachet avec Arafat, c'était un truc de 150 000, Ouais, tu vois. ouais. Et encore, Et tu t'es payé par prod, donc tu as fait beaucoup de... ouais, mais il a payé que Patata. Ah, Le reste, là, il n'a pas payé. Ah non, non. ah bon? Non. Aïe. Mais je n'étais pas vraiment focus C'est pas, dessus. c'est pas ça qui t'intéresse, en fait. Franchement, c'était pas C'était ça. juste le côtoyer, d'être dans son Le environnement. côtoyer et faire de telle sorte à ce qui me propulse. Parce Oui. qu'à cette époque-là, un beatmaker, pour qu'il se fasse connaître, il fallait vraiment qu'un artiste dise son nom, il fallait Oui. vraiment qu'un artiste le mette en avant. Tu vois, un gars comme Champi Kilo, il Oui. est connu parce qu'Arafat a crié son nom, en fait. Tu vois, Mhm. Tamsir, c'est pareil, il a Oui. débuté comme ça. C'est ça. Didi B a fait aussi la même chose avec moi pendant un moment, tu vois. Mhm. Mais ça s'est arrêté parce qu'il y a eu deux, trois trucs, tu vois. Mhm. Et moi, je voulais vraiment ça, tu vois, de lui. Bon, au début, on bossait, mais on n'était pas vraiment proches. Tu vois, on ne parlait pas vraiment d'autre chose que de la musique au moment où il avait besoin de moi. Ouais. C'est vraiment vers la fin que je pense que un peu trop de frustration de sa vie faisait qu'il y a certaines choses qui m'expliquaient maintenant. Mhm. Tu vois, des trucs que je ne peux pas forcément Bien expliquer sûr. là, Bien parce que sinon, ça va être un tollé national. Tollé national des... Tu vois, mais c'est vers la fin qu'il commençait un peu à ce truc. Et tu vois, à part le premier cachet qu'il m'a donné, j'ai jamais parlé d'argent avec lui. Jamais. Il a eu une grosse influence sur toi. Ouais. Il a une grosse influence sur même le style musical qu'on me reconnaît aujourd'hui. La trappe décalée et tout ça. C'est un peu à cause de lui que j'ai créé ça. Ouais. À cause de lui et d'Ariel Chéné que j'ai créé ça. Ah, tu as collaboré aussi avec Ariel Chéni. Pas vraiment, mais j'ai aimé Arafat Les deux... au moment où collaboré. il a commencé à travailler avec si, Ariel si, Chéné. ouais. Avant ça, je kiffais, mais sans plus. Tu vois. Mais quand il a commencé à travailler avec Ariel Chéné, la façon dont la musique était devenue, ah non, c'était trop fort pour moi. Ouais. Salut Ariel Chéni également. Ouais, salut. Et, Nadia Sabé. Aujourd'hui, tu es à une étape de ta vie. Tu peux te dire épanoui, heureux de ce que tu fais. Ouais. Franchement. J'ai pas réalisé tous mes rêves. Ça, non, je ne peux pas dire ça. Parce que beaucoup de gens parlent de mes certifications et disent que... Oui, les fameuses certifications, ouais, oui. disent que c'est un... Il y en a énormément. Ouais, il y en a beaucoup, ça, Oui, j'avoue. oui. Mais c'est pas... ça n'a jamais été une fin pour moi. Mhm. Jamais, jamais. J'ai jamais commencé la musique en rêvant de faire des 10 d'or, des 10 de... Jamais, jamais. Ça, c'est venu en route, quoi. Mhm. Tu vois, moi, mon vrai rêve, c'est de vraiment impacter la musique ivoirienne et mondiale avec ma touche à moi. Genre que dans 30 ans, on se rappelle d'un type de musique et on se dise, ah, c'est lui qui Ouais. faisait ça. Tu vois. Est-ce que quand tu dis ça, je sais pas, ça me fait penser aussi un peu à David Taïro. Je veux dire, le cordonnier qui est toujours mal chaussé, qui est un architecte des sons, arrangeur, émérite, célèbre, qui a fait des tubes, qui a produit des tubes et tout.
Mais je veux dire peut-être que sa musique de recherche, très connue, qui n'a pas forcément l'attention totale des Ivoiriens, des mélomanes et tout. Est-ce que ça te fait un peu penser à ça également? Ça me fait un peu penser à ça. J'ai eu une discussion avec lui un peu avant d'arriver à Abidjan. Et il m'expliquait pas mal de choses qu'il avait faites et tout. Des choses incroyables qu'il a faites dont on peut même pas imaginer, tu vois. Et ça m'a fait mal. Et genre, je veux pas me retrouver dans cette position-là où, à un certain âge, je dois courir derrière les gens pour dire « Hey, c'est moi qui ai fait ça. Ouais. » Ça me fait mal de parler de lui comme ça. Ouais. Parce que je trouve que c'est pas normal que lui, il soit obligé de pas la faire des mains reconnaissance et qu'il des pieds mérite. pour que les gens sachent qu'il a fait telle chose. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a certains artistes qui vont pas donner les mérites. Tu vois. Alors que tu as un Timbaland, les gens ils vont dire Amen devant lui. Tu as des Dr. Dre, Quincy Jones, Ouais. les gens vont dire Amen, tu vois. Ouais. Mais on peut pas ne pas donner les fleurs à David Taïro alors que plus de 80% de la musique ivoirienne, c'est lui, en fait. Ouais. Tu vois. Il a des hits légendaires dans chaque génération. Ouais. Il a commencé avant que nous, on sache qu'on allait faire la musique, avant qu'on naisse. Avant qu'on naisse, et dans le Maïmouna, mais il a encore des hits dedans. C'est dans incroyable le Maïmouna, aujourd'hui, on ne parle pas de lui à chaque carrefour, tu vois. Ouais. Donc, moi, je ne veux pas forcément avoir cet âge-là et courir. Donc, c'est pour ça que dès maintenant, j'essaye de tout faire pour que les gens sachent ce que je fais. Ouais. Tu vois. Et comment je le fais, d'où ça vient, quel impact j'ai eu, sur qui, sur quoi. Tu vois. Donc, tu vas te mettre à fond dans ta propre carrière musicale et tout. Tu as déjà sorti, bon, au moment où l'épisode va sortir, je sais qu'on aura dépassé le 1 million de vues. Tu as fait un titre récemment avec Didi B. Coucou Didi. Et c'est quoi le titre et pourquoi cette collaboration? Le titre, ça s'appelle « Si tu es quelqu'un ». En gros, le titre, ça parle d'humilité. OK. Dans le sens où, si tu es quelqu'un qui a réussi, rappelle-toi que tu n'es pas né en ayant réussi. Tu as commencé quelque part, tu as côtoyé des gens qui, un peu, t'ont envoyé quelque part. Il faut toujours les considérer parce que tu ne vas pas éternellement être à cette position. Tu as des gens qui vont te dépasser, un jour tu vas descendre et tout. Bien sûr. Et quand tu traites bien les gens, quand tu montes, ceux qui montent après, ils continuent à te maintenir. Tu vois. Donc en vrai, c'est un peu le message du son. Et c'est un son qu'on a fait il y a 2 ans, je pense. OK. Tu vois. Donc on a travaillé il y a 2 ans avec Willy Bénédiction, Samy Guitare. Et je suis assez fier de ce son-là. Tu vois, j'ai samplé Christy B sur le titre. Big up à mon vieux Christy. Une légende aussi, hein, Christy B. Ouais, grande légende. Et je suis un peu fier de comment les gens apprécient ce son-là. Parce que allez streamer au max. Yes. Jamais j'aurais pu penser que directement les gens allaient adopter ce son-là. Tu vois. Et je pense que comme premier coup d'essai, le fait que ça se passe comme ça, franchement, c'est une bénédiction, quoi, tu vois. Et je suis vraiment reconnaissant de tout l'amour que les gens propagent sur ce son-là. Tu as parlé de tes parents, de ton père, de la trajectoire qu'il voulait te voir suivre et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense? En tout cas, qu'est-ce que tes parents pensent de ta carrière de beatmaker? En tout cas, il y a l'argent qui rentre. Tu es bien, tu es tranquille, tu es papa et tout. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi après toutes ces années? Je pense qu'ils sont fiers. Je pense que leur fierté a commencé depuis longtemps. Depuis l'époque où j'avais gagné African Talent Award. Parce qu'avant ça, ils étaient dubitatifs sur ce que je faisais. Ils avaient toujours tendance à me dire qu'il faut de la formation pour faire ce que je fais. Parce qu'eux, ils sont du corps éducatif. Mon père est professeur à l'université, professeur de langue, de français. Et ma mère, elle est aussi elle est issue du milieu estudiantin, mais pour la petite enfance. Exactement. Donc, tu vois, ils ont cette façon de fonctionner là, carré. Carré, très éducative, tu vois. Et tu vois, c'est pas sur le tas. Donc, quand j'ai eu ce trophée-là, d'African Talent Award,
que je suis venu le déposer à la maison, je ne l'ai plus jamais revu, ce trophée, parce que ma mère l'a gardé. Ah ouais, tu vois, la fierté. Tu vois, ma mère l'a gardé et c'est à partir de là que j'ai su que, voilà, elle était vraiment fière. Ouais. De base, il ne voulait pas que j'aille en France parce que... Je balance des trucs. Parce qu'il ne voulait pas que je sois déconcentré en France. Il ne voulait pas que je fasse autre chose. Ouais, que tu te perdes. Que je me perde. Ouais. Que peut-être que je me frotte à des personnes les moins indiquées, tu Ouais. vois. Ou que je fasse quelque chose qu'eux, ils ne veulent pas. Ouais. Mais quand ils ont vu que, outre les formations, j'ai été validé par des gens qui sont des légendes, qu'eux-mêmes, ils appréciaient, des gens comme des Mewe, des gens comme des David Taïro, ils ont compris que, eh ben, en fait, surtout ma mère, la parole qu'elle a eu à prononcer sur nous quand elle était petite, c'est en train d'agir. Elle me disait que toi et ton frère, vous allez être des gens super connus quand vous serez grands, tu vois, dans le monde entier. Elle a prophétisé. Nous, on y croyait, nous, quand on était petits. Ouais. On ne savait pas comment ça allait se passer, tu vois. Bah, c'est en train de se passer. Et je pense que c'est la fierté, quoi, qu'ils ressentent. Il faut toujours dire des paroles de bénédiction sur vos enfants. Franchement. C'est très important. Franchement. On salue les parents. Et dernière question, si tu avais en face de toi un jeune beatmaker ou un beatmaker, même quelqu'un qui peut même avoir la cinquantaine et puis se dit oui, moi ça me plaît, j'ai envie de faire ça et tout, de manipuler des sons, d'être architecte des sons et tout. Quel conseil tu pourrais lui donner pour un beatmaker qui a envie d'en faire son métier, de percer? Quel talent il doit avoir? Un beatmaker, un bon beatmaker, de ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est difficile d'être un très bon beatmaker et être extraverti. Ok. Ah oui, toi, tu n'es pas extraverti? Non. Peut-être les gens voient que genre j'ai la facilité à parler avec les gens, mais ça, c'est un travail que j'ai fait. Sinon, de base, non. Quand tu es extraverti, tu es plus emprunt à être dehors. Oui. Alors, pour être un très bon beatmaker, tu dois souvent être seul, souvent écouter ta musique, réfléchir, confronter tes idées, les mettre dans ton plan de travail, les travailler, réécouter, voir si c'est bon ou pas. Tu vois, tu dois vraiment être seul. Et tu peux être seul très longtemps parce que écouter. Très, très, très longtemps, tu vois. Ça a du temps pour être vraiment au top. Et genre, je leur dis pas d'être seul, hein. Pour s'enfermer. Bien sûr. Non. Mais je veux dire, il faut vraiment prendre le temps pour toi-même. Il y a un peu de sacrifice à faire. Oui. Tu vois, tu peux pas être dans PA tout le temps. Ouais. Et puis tu vas être faux. C'est faux. Dans le bruit. C'est faux. Il faut que tu prennes le temps d'être seul, de faire tes trucs seul, de t'écouter, d'écouter les autres, d'écouter la musique des autres. C'est vraiment écouter et genre, ne pas chercher à forcément faire comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fans de ce que j'ai fait et qui veulent faire comme moi. C'est flatteur d'entendre ça, mais c'est pas ça qui va, toi, te faire devenir une légende demain. Pour que tu sois une légende demain, il faut que tu aies ta proposition à toi. Ouais. Pour qu'on se dise, ah, mais lui, ce qu'il fait là, on n'a jamais vu ça. Ouais. Et moi, c'était un peu plus easy pour moi à une époque parce qu'il n'y avait pas vraiment de gens devant nous. Oui. Je ne veux pas ausculter les bébés Philippe, les vieux Mogos, mais eux, ce qu'ils faisaient, ce n'était pas ce que nous, on voulait faire. Oui. Donc, nous, on n'avait pas d'exemple ivoirien devant nous pour dire que, ah, tu vois, lui, il a fait ça, il a marché, donc truc. Le seul qui était un peu devant nous, c'était Shadow. Shadow Chris. Tu vois. Mais en vrai, il était devant nous juste en termes de succès. Mais sinon, en vrai, en gros, c'est la même génération. Tu vois. Donc, en gros, nous tous, on n'avait pas de devancier dans notre milieu qui pouvait nous faire comprendre que c'est comme ça qu'on fait. Tu vois. Mais maintenant qu'il y a beaucoup d'exemples, il ne faut pas prendre un couloir et suivre la personne. Inspire-toi de ses méthodes, de son professionnalisme. Surtout. Mais artistiquement, là, il faut te suivre, il faut te faire confiance. Et genre... faut trouver ta propre empreinte, voilà. Ta propre touche. C'est comme en peinture. Pareil. C'est-à-dire que tu peux faire juste du figuratif, dessiner des portraits, faire des portraits. Oui, c'est bien, mais tu n'as pas d'identité. Il faut que tu trouves ton identité pour te démarquer comme des Basquiat, des Aboudia, des Jaco Bleu ou d'autres, en fait. Exactement ça. C'est exactement ça. Et dès qu'un beatmaker comprend ça, il a déjà gagné 50% de son combat. Tu avais des choses à dire? Tu penses que tu les as toutes dites? Ouais, je pense, ouais. Il y a un côté du béret que tu as calé. Ouais, non, parce que... Non.
Ça, on le laissera pour des confidences très non, confidentielles. Non, c'est des trucs qui vont jamais, les gens vont jamais entendre. Si, il faut le garder jusqu'à la fin. Merci pour ce temps. Merci pour ce partage exceptionnel. Pour moi, c'est, comme je l'ai dit, on est à l'entame de cet épisode, c'est un honneur. Tu es une légende et tu fais un travail énorme. Tu es un génie parce que pour créer, manipuler les sons, les comprendre, les modeler comme de la pâte à modeler pour en faire des sculptures, des œuvres d'art, ça demande énormément d'expertise, de travail et surtout de talent. Mais le talent, quand on dort dessus, il se perd. Et toi, tu ne dors pas sur ton talent. Tu travailles. J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et surtout, le fait qu'on ait pu comprendre un peu comment fonctionne l'industrie musicale, du rap et tout, l'évolution que tu as pu voir au-delà de toutes ces années et l'empreinte que tu es en train d'écrire pour les années à venir. Et tout ça, on te souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Pour la suite. Merci beaucoup. C'est un honneur aussi pour moi d'avoir participé à cette émission et j'espère que tu en feras des milliers d'autres comme ça, dans des cadres peut-être plus grands s'il y a lieu. En tout cas, moi, je suis très content d'être passé ici, d'avoir pu dire ce que j'ai eu à dire. Merci beaucoup. Reconnaissance. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous dis surtout merci encore d'être toujours fidèle, d'avoir pris le temps d'écouter, de découvrir Mr. BI, de découvrir son univers. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous avec un ou une nouvelle invitée. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur la cloche de notification et de laisser vos commentaires, vos questions. Mr. BI les verra, il y répondra. En tout cas, si vous avez des questions pour lui. Et bien sûr, streamer son son avec Didi, streamer également tous les sons qu'il a produits de tous les artistes comme Imra et bien d'autres qui sont disponibles sur toutes les plateformes de musique. Ciao, ciao.